Alors, après ce préambule, nous pouvons là introduire un chapitre 0. Chapitre 0 qui pourrait s'intituler La mort et la naissance de Dracula. Alors, chapitre qui est littéralement propre au film. On va nous donner une sorte de contexte, un contexte quant à l'avènement du vampire Dracula. On n'aura pas cela dans le livre. Donc là, le film se permet cette petite liberté. Et nous avons comme ça une voix off qui nous narre, en fait, sur des scènes de guerre, comme ça on voit un peu l'Europe en flammes. Enfin, c'est le crépuscule de l'Europe. On est au XVe siècle et on comprend donc que Constantinople est tombé aux mains des Turcs. Et que donc le prince Dracula doit rejoindre le champ de bataille. Le prince Dracula doit défendre sa patrie, défendre son église. Et pour cela, il doit quitter son épouse, Elisabetta. Et donc cette séparation, on voit en fait qu'on a là, on a un couple fusionnel, qu'on a un couple vraiment amoureux, on a un couple donc qui s'inquiète l'un pour l'autre. Et si là l'homme part combattre, il le fait aussi quelque part pour elle, pour sa princesse, pour son amour. Mais on voit que la séparation est déchirante pour les deux. Le comte Dracula est investi donc dans une superbe armure, une armure rouge, un peu qui donne l'impression d'un corps musclé, un peu écorché vif, en fait, dont on aurait arraché la peau. Et donc voilà l'armure qu'il va porter, donc armure qui lui va bien, et surtout vu le contexte de l'histoire, armure qui va encore plus être cohérente quant à ce qu'il va devenir, ce qu'il va déjà faire. C'est-à-dire que sur le champ de bataille, ce comte est... alors ce comte, ce prince, bon bref, il me semble que dans le film au départ on parle de prince, c'est un prince Dracula, mais sauf que dans le livre on connaît le comte Dracula. Enfin, sur le champ de bataille, il va s'avérer être sans merci. C'est de là que lui vient cette réputation d'empaleur, c'est-à-dire que donc la bataille fait rage en fait, et Dracula va gagner, et ce qu'il fait, c'est que pour marquer l'esprit de l'ennemi en fuite, marquer les Turcs au fer rouge, il empale les victimes, il empale les hommes tombés au combat. Il les empale littéralement, il les empale. Il a un art de l'empalage. D'ailleurs, on voit une scène donc un peu en ombre chinoise où il nous exécute une belle action d'empalage en bonne et due forme. Et vraiment, il enfonce sa lance, la soulève, le corps de l'ennemi va glisser le long de la lance, et là, il plante la lance et il avance. Donc, je ne sais pas combien de lances il a à sa disposition, mais voilà, à la fin, ça fait comme ça un champ de mort, comme ça, empalé. Donc, comme une forêt. Mais voilà, à la place des feuillages, on a des corps de Turcs. Donc, bien sûr, ça doit faire effet sur l'ennemi, bien sûr, donc pour une guerre psychologique, ça doit faire son effet. Et toujours est-il, donc, il est victorieux. Il a réussi à bouter les Turcs hors de la Transylvanie ou de la Roumanie à l'époque. Sauf que les Turcs l'ont mauvaise. C'est pas très catholique, on va dire, d'empaler les gens comme ça. Donc les Turcs l'ont mauvaise et ils vont vouloir se venger. Donc alors, ils ont une vengeance assez petite, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est se rendre au château et un de leurs archers va envoyer, il me semble, une missive disant qu'ils ont gagné, en tout cas que le prince Dracula est tombé. Les Turcs auraient gagné, le comte serait mort, le prince serait mort. Et Elisabetta, en apprenant cette nouvelle, donc voilà, on a vu au début à quel point ils étaient amoureux, à quel point ils étaient déchirés de devoir se séparer l'un l'autre. Elisabetta ne supporte pas la nouvelle. Elle n'a même pas le temps de vérifier quoi que ce soit, fake news ou pas. Non. Elisabetta se jette du haut du château, donc le château qui est assez haut, qui surplombe comme ça un ravin. Et elle tombe tout en bas. Bon, elle ne se fait pas très mal, parce qu'on va revoir son corps plus tard un peu intact, mais bon, elle tombe quand même de très haut, elle devrait être éclatée en morceaux. C'est une mort dramatique. J'aurais préféré un empoisonnement, j'aurais préféré qu'elle s'empoisonne, qu'elle boive quelque chose, qu'elle boive un liquide rouge d'ailleurs, ça aurait été très pertinent pour l'histoire. L'empoisonnement lui sied mieux. D'ailleurs, quand on la retrouve, elle a juste un filet de sang comme ça qui dégouline le long de sa joue, ce qui n'est pas sans rappeler Dracula plus tard. Et donc voilà, un empoisonnement aurait tout à fait l'affaire. Donc là, le fait de se jeter dans un précipice, puis on la récupère, enfin bon, c'est un peu forcé. Donc voilà, Dracula revient chez lui victorieux, mais finalement pour trouver cette scène macabre qui l'attend chez lui. Donc il comprend que les Turcs ont quand même eu une revanche. Et là, Dracula est éploré, il est catastrophé, en fait, il est effondré. En bon chrétien, on se dit, il se réfugie au moins dans la foi. Sauf que non, juste à côté de lui, il y a un prêtre, mais alors un prêtre très motivé, un prêtre très remonté, joué par Anthony Hopkins, qui reviendra dans le film plus tard. D'ailleurs, c'est lui qui fait la voix off aussi, donc Anthony Hopkins, c'est partout. Ils se sont dit, on a Anthony Hopkins, on en profite. Donc c'est lui qui joue un prêtre. Alors franc-parler ne serait pas le mot. On va dire qu'il manque affreusement de tact. Parce que tout de suite là, devant le mari qui rentre de croisade presque, qui a laissé des hommes mourir sur le terrain, qui a lui failli laisser sa peau, qui revient, qui trouve sa femme morte, donc qui est par terre, qui est en train de pleurer, le prêtre lui dit, elle s'est suicidée. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, elle s'est suicidée, elle est damnée, Dieu ne l'acceptera pas, moi je ne fais pas d'office, je ne fais pas de messe, rien. Un truc comme ça. Il le dit haut et fort, il est sûr de lui, il avance, il n'y a même pas un doute, je sais pas, est-ce qu'il y a des circonstances atténuantes ou pas, c'est quand même les Turcs quand même, c'est pas, voilà. Non, elle s'est suicidée, pas de pardon, c'est terminé, c'est fini, enfin, voilà, son âme est damnée. Et il insiste là-dessus pendant que Dracula est éploré à terre. Enfin, là, Dracula aurait dû se lever et l'empaler, en fait, le prêtre. Mais voilà, ce n'est pas ce qu'il va faire. Dracula ne comprend pas. Il est confus. Il pose la question. C'est donc ça ma récompense après avoir défendu l'église de Dieu. Et c'est une question légitime. Quand même, c'est une question légitime. Peut-être qu'il est testé, peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que Dracula passe par des épreuves, en fait. D'abord, servir Dieu, mais jusqu'où peut-il servir Dieu? Apparemment, la limite, c'est là. On lui enlève sa femme, c'est une chose. Mais en plus, on lui annonce que cette femme est damnée.
C'est pas seulement la mort, c'est pas la mort qui le fait craquer. C'est vraiment le fait qu'on lui annonce après que cette mort, donc, qui vient récompenser tes efforts, ce solde aussi, signifie aussi, en fait, la damnation de l'âme de ta bien-aimée. Donc, tu ne la reverras pas quelque part, même après la mort. Donc ça, non. Donc Dracula, là, annonce haut et fort qu'il renonce à Dieu. Non seulement qu'il renonce à Dieu, mais qu'il renonce aussi à tous ces hypocrites que sont les prêtres, les hommes de Dieu, etc. Voilà, qui se nourrissent de Dieu finalement, mais qui ne servent pas à grand chose. On a souvent en fait ces petits retours à se nourrir d'eux, des parasites, etc. Donc venant de Dracula en plus, c'est assez cocasse. Donc voilà, des parasites de Dieu qui sont là devant lui. Donc en fait, il ne veut plus de ces gens-là, il les chasse. Et sa colère va être motivée par deux choses. Elle a deux facettes, cette colère. Ce renoncement de Dieu et de l'Église qu'il commet à ce moment-là. Déjà, dans un premier temps, il y a une histoire de vengeance, bien sûr. Il est en colère envers Dieu, un Dieu qui l'a trahi. Et ce qu'il fait là, c'est presque un doigt d'honneur aux cieux. Quand il annonce « Je me relèverai de ma propre mort avec les pouvoirs des ténèbres ». C'est une façon, comme ça, de refuser de se soumettre au jugement divin après la mort. Donc il n'a pas de compte à rendre. Il n'a plus de compte à rendre à Dieu. Dieu ne fait plus partie de sa vie. Ou de sa mort, ça dépend. Donc c'est une insulte. Il va préférer rester sur Terre. Déjà c'est une insulte, c'est refus de la mort, mais en plus, il va rester sur Terre pour corrompre l'engeance humaine. Il va créer d'autres créatures des ténèbres. Donc il pousse la vengeance plus loin, parce qu'elle est orientée vers l'humanité, elle n'est pas orientée vers les Turcs. Alors ce sont les Turcs qui ont foutu la merde quand même, mais non, là les Turcs ne sont plus dans l'histoire. Là c'est Dieu qui l'a trahi. Donc il se venge du divin. Donc ça c'est le premier aspect de cette colère. La deuxième, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est au moins une façon pour lui de s'assurer, d'une certaine manière, de rejoindre son épouse en se damnant aussi. Si elle est damnée, il se damne aussi, il la rejoint. Il commet là un sorte de suicide spirituel cette fois-ci. Donc s'ils ne peuvent pas profiter d'une retraite méritée au paradis à deux, ils se rejoindront au moins en enfer. C'est presque poétique. Donc il le dit d'ailleurs d'une certaine manière, si ma bien-aimée brûle en enfer, alors moi aussi. Si elle doit brûler en enfer, alors moi aussi. Donc voilà, il préfère la rejoindre. Donc vraiment, c'est un amour inconditionnel. Et ça, c'est beau. Donc voilà, il pourrait juste l'annoncer, Dracula, à ce moment-là, mais il ne fait pas les choses à moitié. Donc pour ne pas faire les choses à moitié, il va sortir son épée, il va dégainer son épée, il va directement poignarder. Il y a une église, enfin, il y a une grande croix avec, sur l'estrade de la chapelle, et il va la poignarder. Et cette croix va se mettre à saigner. Pareil, les croix ne font pas les choses à moitié non plus, donc elles se mettent à saigner. Et Dracula, pour bien finir la chose, va boire ce sang. Je veux dire, il n'est même pas choqué par le fait de voir du sang saigner de la croix, mais voilà, il va boire le sang. Il va boire le sang, donc il se maudit à ce moment-là. Et c'est là qu'il proclame qu'il va renaître des morts, qu'il aura le pouvoir des ténèbres, qu'il pourra se transformer en chauve-souris. Non, ça il ne le dit pas, mais il a le pouvoir des ténèbres. Et donc, pouvoir des ténèbres veut plutôt dire pouvoir des superstitions ténébreuses, plutôt avec la chauve-souris, qui est une créature de la nuit, voilà, des choses comme ça, les loups, etc. Donc voilà, tout le folklore qui va venir avec. Le sang, c'est la vie et il sera mien. Donc voilà un peu ce qu'il proclame. Dracula vient de se condamner à sucer du sang pour toute l'éternité. Donc voilà, l'origine du vampire. L'origine du vampire est posée à ce moment même. Le livre ne fera pas ça. Le livre se contentera de faire des allusions à la cruauté et à l'histoire entanchée de sang, du sang des conquêtes, qui auront damné l'âme du comte. L'âme de l'empaleur. Et non seulement ça, mais de plus on apprendra aussi que le comte était une sorte de génie, une personnalité très forte, très curieuse, versée dans les arts, dans l'alchimie, un cerveau en avance sur son temps. Donc il s'est initié à des expériences interdites, menées dans une haute école de sorcellerie, etc. Donc voilà, il y a un mystère comme ça sur son événement, mais on a des pistes dans le livre. Le film vraiment nous pose ici le contexte. Alors c'est un peu fantasque, c'est cette croix qui saigne, Dracula qui boit, c'est dramatique à souhait, Elisabetta qui se jette dans le vide. Mais c'est magnifique, franchement. C'est osé, fallait le faire. Voilà. Et je trouve qu'ils ne se sont pas ratés du tout. Parfois, ça marche mieux de laisser un mystère. D'où vient le premier vampire? On ne sait pas. Est-ce que d'ailleurs c'est le premier? On ne sait pas. Peut-être Dracula ou pas. Voilà, le livre ne s'avance pas plus. C'est un vampire. C'est un vampire peut-être parmi d'autres. Mais ce vampire-là, en tout cas, est venu en Europe, est une menace pour l'Europe, donc il va falloir s'en occuper. C'est tout. Comment il est advenu? Est-il le premier? On ne sait pas. Là, dans le film, Dracula est le vampire. Le monstre qui est né en reniant Dieu. Le monstre qui est né de la vengeance, de l'esprit de vengeance. Le monstre qui est né d'un amour inassouvi. À partir de maintenant, le livre et le film se rejoignent, car on rencontre le personnage de Jonathan Harker. Voilà, cette partie pourrait s'intituler Jonathan dans les Carpates. Alors, Jonathan Harker, c'est un jeune clerc de notaire qui quitte Londres pour se rendre en Roumanie pour servir un certain comte Dracula. Alors, il a une transaction immobilière à faire signer, enfin plusieurs transactions immobilières, parce qu'il me semble que Dracula achète au moins une dizaine de propriétés à Londres. L'idée, c'est d'aller conclure cette affaire, ce qui est une grosse affaire pour un jeune clerc de notaire, justement. Donc c'est très intéressant pour l'avenir de Jonathan dans sa propre firme. Et ce que le film rajoute par rapport à cela, c'est que Jonathan est le deuxième clerc de notaire à se rendre auprès du comte pour essayer de conclure cette affaire. Il y a un premier clerc qui s'est rendu sur place, plus expérimenté que Jonathan, mais qui est revenu un peu bizarre, on va dire. Donc ce premier clerc s'appelle Renfield. On reviendra sur son cas plus tard. Pour le moment, donc, à Jonathan d'aller assurer cette affaire. Donc, Jonathan se déplace. Donc voilà, Jonathan va tenir un journal pour raconter ce qui va lui arriver. Donc, c'est un grand voyage, c'est magnifique. Enfin, il n'a jamais été aussi loin à l'Est. Donc, il tient un journal et il précise dès le départ, il tient un journal pour pouvoir raconter tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est déroulé, tout ce qu'il a pu voir,
les paysages magnifiques, tout cela, pour pouvoir voilà, relater tout ça assez fidèlement pour sa bien-aimée, Mina. Donc quand il écrit pour Mina Harker. Donc il l'attend en Londres et à son retour, alors ils sont censés se marier. Voilà la raison de la tenue du journal. Voilà pourquoi on a ce recueil comme ça de feuillets tenu par Jonathan Harker à ce moment de l'histoire. Comme je disais au début, l'intérêt de ce format, donc il fait penser à du found footage pour du film, c'est-à-dire qu'on retrouve ces feuillets-là. C'est déjà souvent de l'horreur a priori, avec on verra donc un Jonathan commençant son écrit par mon Dieu, que se passe-t-il? Il faut que j'écrive à mes feuillets. Il faut que j'écrive, il faut que je fasse de l'ordre un peu dans mes idées parce que là, je ne comprends pas ce que je viens de vivre. On a déjà ça. Et on a aussi le côté, voilà, ça neutralise aussi cette question qu'on se pose toujours dans le found footage, mais qui filmerait dans ces circonstances? Il se trouve que Jonathan n'écrit pas pendant les événements, il écrit après. Ceux qui écrivent, ceux qui laissent des feuillets, ceux qui tiennent des journaux, ceux qui vont témoigner de ces événements-là, au moment où ils en témoignent, en tout cas, sont encore vivants. Donc on peut être amené à l'oublier par moment, mais c'est vrai que quand on y pense, à chaque fois, c'est curieux, parce que ce que Jonathan est en train de nous raconter, ce qu'on est en train de lire, il l'a déjà vécu, il est en train de l'écrire maintenant. Donc il écrit de manière plus posée, de manière plus reposée, avec ses doutes, et il va même interroger ce qui est en train de se passer pendant. Donc ce n'est pas juste retranscrire ce qui se passe. C'est le confirmer, le revivre et l'interroger surtout. Au début, c'est vraiment bucolique, c'est vraiment du tourisme, tout gentillet. Jonathan découvre un peu des populations différentes, des façons de s'habiller différentes, des accoutrements, voilà. Il est à l'étranger, c'est vraiment le jeune clerc de notaire qui sort pour la première fois de son Angleterre natale. Et les habitants sont assez gentils avec lui, sont assez accueillants, sont assez sympas, jusqu'au moment où il arrive dans une auberge. Enfin, plus il va se rapprocher des Carpates, plus les choses vont un peu changer. En tout cas, ce qui change, c'est un peu l'attitude des voyageurs ou des habitants vis-à-vis de sa requête, vis-à-vis de son voyage. Parce que lui demande à se rendre au château du comte. Et là, il y a une auberge qui était au courant de sa venue, et quand il arrive, on voit que dans un premier temps, ils essaient de garder leur distance, ce n'est pas nos affaires, ça ne nous regarde pas, il veut s'y rendre, nous, on les aurait payés d'ailleurs, je crois que le comte leur a payé pour accueillir Jonathan, le mettre dans de bonnes conditions, ils le remettent dans une calèche pour qu'il arrive au château. Et donc, autant au début, ils gardent leur distance, ils se mêlent de ce qui, voilà, on s'en mêle pas, ça ne nous regarde pas, mais vers la fin, la dame, l'aubergiste, donc il y a un couple d'aubergistes qui l'accueille, qui l'héberge, le temps qu'il attend qu'une calèche vienne le chercher justement, la femme vient le voir en lui disant, devez-vous y aller, mon fils, devez-vous vraiment y aller? Jonathan est là, je ne comprends pas, oui, écoutez, c'est une affaire, voilà. Il ne se rend pas compte de ce qui se passe, bien sûr. En plus, il est anglais, donc il est dans la civilisation avancée, il ne comprendrait pas leur peur et leur superstition. Donc elle insiste auprès de lui, attendez au moins demain avant d'y aller. Enfin, tout le monde lui demande d'attendre demain pour faire ce voyage un peu louche. Alors c'est un hasard, c'est juste un hasard, mais il se trouve que la nuit du voyage de Jonathan tombe sur une nuit un peu spéciale, c'est la nuit des morts. Dans leur superstition, dans ces superstitions, dans cette région éculée, ils ont une superstition sur ces nuits-là, c'est la nuit des morts. Donc il y a des choses bizarres qui vont se passer. Donc cette nuit-là, il vaut mieux ne pas sortir. Ce qui en soi est peu pertinent finalement, parce que le danger, c'est pas cette nuit en question, c'est celui qui va héberger Jonathan. Donc que ce soit cette nuit-là ou une autre, ça serait pareil. Et eux, ils ont leurs doutes justement sur la véritable nature du conte. On le verra plus tard en plus, on verra très vite qu'ils auront une peur, enfin les voyageurs qui vont partir là avec Jonathan, quand le conte viendra chercher Jonathan, auront une peur bleue de l'émissaire du conte. Donc ça veut dire qu'ils savent, ils savent. Ils n'ont pas confiance, ils savent qu'il y a un danger qui l'attend, mais personne ne va le dire. Personne ne le dira, ils vont le dire entre eux. Jonathan va surprendre les discussions qu'ils vont avoir entre eux et comprendre qu'ils parlent de monstres, de vampires et de choses comme ça, mais ils ne le diront jamais à lui directement. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils ont peur des représailles du comte, donc ils ne le diront pas, ils se contenteront de la légion. Vous êtes sûr que vous devez y aller, vous êtes sûr? Et à un moment donné, donc, vu que Jonathan s'entête, la bonne dame lui remet un crucifix. Et lui dit pour l'amour de votre mère. Et il lui met autour du cou. Parce que Jonathan n'en veut pas de ce crucifix. Jonathan est protestant, donc voilà. Donc les bricoles religieuses, tout ça, c'est pas son truc. Voilà. Mais il le met quand même parce qu'il voit bien que cette femme est affectée pour son bien-être et qu'elle a peur pour lui. Donc là, quand même, il est touché, donc il met la croix. Et après, il prend bien sûr cette calèche qui doit donc l'amener chez le comte. Et dans la calèche, donc comme je disais, les voyageurs, tous sont courants de la destination de Jonathan, tous ont peur pour lui. Tous commencent à se signer quand ils le regardent. Donc ils font un signe de la croix, puis ils tendent vers lui, donc ils ont un signe un peu superstitieux qui consiste à tendre vers lui le doigt et l'index, enfin l'index et le majeur levé, je crois, enfin c'est presque un doigt d'honneur je trouve, mais bon voilà, ils le tendent vers lui. Donc j'imagine Jonathan comme ça dans un village paumé en Carpates avec tout le monde qui fait des doigts d'honneur comme ça, donc voilà, je trouvais ça assez drôle. Mais l'idée en fait c'est contre le mauvais œil, donc c'est une façon de le protéger du mauvais œil. Et lui ne comprend pas, donc il a là son petit dictionnaire, comme ça il essaie de traduire ce qu'il entend, ce qu'ils disent, et c'est là qu'il comprend qu'ils sont en train de parler de vampires, qu'ils sont en train de parler de monstres, de démons.
ils savent ce qu'est le conte, ou en tout cas ils ont leurs doutes. Pourquoi ne pas juste lui dire? Enfin, bon, ils ne disent rien. On va dire qu'ils ont peur des représailles du conte, on va dire. On parle quand même de toute une population, de tout un voilà. Mais le rapport entre le conte de toute façon et cette population d'ailleurs, voilà, il y a quelque chose qui me chiffonne un peu là-dessus. On va dire qu'ils ne disent rien, qu'ils s'avancent dans ce voyage, donc ils partent pour le château. Alors les voyageurs, la calèche ne va pas au château, hein. Elle va passer pas loin. Donc l'idée c'est de déposer Jonathan un peu au milieu de nulle part et de poursuivre sa route, et une calèche du château viendra chercher Jonathan. Donc c'est ça le plan du conte. Et plus on approche donc du lieu de destination, du lieu de dépôt, plus il commence à faire des cadeaux à Jonathan, de l'ail, des choses comme ça. Voilà, un crucifix, je sais plus, peut-être une Bible, que sais-je. Tout ça dans cette idée de le protéger. Donc on le protège de toutes les façons possibles sans lui dire de quoi il retourne, quoi. Donc voilà. Et le cocher se dépêche. Donc il y a tous les voyageurs qui lui demandent de se dépêcher, de se dépêcher. Bien sûr, personne ne veut traîner dehors à une heure tardive dans ces coins-là, vu que c'est la fameuse nuit des morts. Et quand ils arrivent effectivement au point de rendez-vous, ils arrivent trop tôt. Et vu qu'ils arrivent trop tôt, bah, le cocher dit, bah là, voyez bien, enfin, il n'y a personne pour vous réceptionner, donc venez avec nous et revenez plus tard. Venez avec nous, continuez avec le chemin avec nous, le voyage avec nous, et quand on arrivera, je ne sais plus où ils vont, quand on arrivera là-bas, bah, vous restez 2-3 nuits pour vous revenir plus tard, tranquillement, etc. Encore une fois, chose qui ne change rien. Ils ont peut-être peur de la nuit des morts, mais ils devraient avoir plus peur du conte, qui lui, pour le coup, est un vampire, dont ils se doutent. Donc qu'est-ce que ça change qu'ils viennent 2 jours plus tard? Enfin bref. Sauf qu'au moment où Jonathan ne sait pas quoi faire. Oui, mais j'ai mon business à conclure, j'ai mon affaire à... je ne sais pas que faire. À ce moment-là, on entend effectivement, donc déjà les chevaux de la calèche commencent à hennir, à s'agiter. Quelque chose approche. Effectivement, c'est quelque chose qui approche, c'est une autre calèche. Alors, c'est The Calèche, c'est la calèche du conte. Elle est terrible, elle est obscure, sombre, les chevaux sont noirs. On a un cocher qui est installé dessus qui fait 2,40 m. Enfin, un monstre. Donc tout est dans la démesure en fait. Et c'est cette calèche qui vient se garer à côté de la calèche donc des voyageurs. Et là, ils se tassent tous, ils s'écrasent tous. Il y a quelque chose comme ça de terrible qui vient comme ça s'abattre sur eux. Le comte est là. Enfin, le comte est là. La calèche du comte est là avec le cocher du comte. Cocher qui est déjà assez monstrueux, hein, dans sa dimension, dans son allure, dans sa tenue aussi, dans une tenue assez magnifique. Donc il est là, il est tout obscur, tout sombre. Et il arrive et il sort au cocher, vous êtes bientôt ce soir, mon ami. Le cocher, un peu embarrassé, lui répond, mais c'est ce gentleman-là qui était pressé et qui voulait arriver un peu tôt. Et le cocher lui répond, c'est pour ça que vous voulez l'amener jusqu'en Bucovine? Non, mon ami, non. Mes chevaux vont trop vite et j'entends trop bien pour qu'on puisse me tromper, donc voilà. Et là, il y a un des voyageurs qui répond, oui, bah parce que les morts vont vite. Il le murmure en fait, sauf que le cocher l'entend, le cocher du comte l'entend, il se tourne vers lui. Alors je dis le cocher du comte, mais je crois qu'on a deviné depuis tout à l'heure que c'est le comte, hein, c'est Dracula. Dracula n'a pas de cocher. Il n'a pas une équipe de vampires cochers avec des écuyers, des machins, non, il fait tout seul. Donc voilà, c'est Dracula qui vient de se rendre sur place, déguisé en cocher. Donc c'est un peu, voilà. Il entend ça, il se tourne vers ce voyageur qui vient de dire, donc oui, bah c'est normal parce que les morts vont vite. Donc Et ce voyageur, du coup, en sentant le regard du comte sur lui, s'écrase dans son fauteuil. Et là, le comte coupe court à toute discussion, il dit, passez-moi les affaires de monsieur. Donc voilà, ils font un peu cette transition, ils récupèrent les affaires. Il prend Jonathan par le bras pour le descendre, pour l'aider à descendre. Et là, Jonathan se rend compte que cet homme doit être incroyablement fort parce qu'il a une poigne, il sent que ça ne bouge pas, quoi. C'est une poigne de fer. Et il descend Jonathan comme il descendrait, je sais pas moi, un léger colis, tout simplement. Et Jonathan va donc transiter de la calèche de voyage où il se sentait plus ou moins en sécurité vers ces nouvelles calèches, un peu obscures, un peu terribles, un peu effrayantes. Et à son bord, avec ce cocher qui lui fait bien peur. Et ils reprennent donc la route. Alors, je dois quand même signaler que toute cette discussion avec la population qu'il vient d'avoir, ces gens qui ont été sympas avec lui, qui ont essayé en tout cas de l'aider comme ils ont pu, dans la mesure, dans la limite de leur superstition, dans la limite de ce qu'ils peuvent se permettre, cette femme qui lui remet le crucifix, tout ça, bien sûr, le film n'en parle pas. On peut comprendre, hein, on va pas non plus rentrer dans tous les détails. Donc ça, c'est dans le livre, mais j'ai trouvé cette partie intéressante quand même. D'arriver comme ça, dans un contexte, dans une population déjà qui nous met un peu dans l'effroi, pareil, qui introduit un peu l'horreur qui nous attend. On est à peine arrivé, et juste à partir des murmures, vraiment, il va là, etc., et les gens qui s'assignent, qu'on ait cette atmosphère qui vient se poser. Et là, pareil, dans le film, ils vont se rendre directement au château. Dans le livre, ils vont faire un petit détour. Dans le livre, la calèche du comte fait des rondes, en fait, fait toujours le même trajet, tourne en rond, plutôt que de se rendre directement au château. Et Jonathan finit en prenant quelques repères, ça et là, finit par se rendre compte de la manœuvre. Il ne comprend pas pourquoi la calèche tourne en rond. Il n'ose pas interpeller le cocher, bien sûr. Il en a peur, il est dans un environnement terrible, hein, les décors lui font de plus en plus peur. Il entend des loups, il ne sait pas où il est, et il se dit, de toute façon, si ce cocher a reçu l'ordre de traîner en route, quoi que je dise, je n'ai aucun pouvoir ici, donc autant me taire et faire ce qu'on me dit. Donc il s'enfonce dans son fauteuil, il ne dit rien, et je crois même qu'il a une bouteille de brandy dans la calèche. Il n'y touche pas, mais elle est là. Et le cocher fait des tours, et on comprend que ce que le cocher fait là, c'est qu'il attend
la fameuse heure des morts. Il attend minuit. Parce qu'à minuit, justement, à cette fameuse heure des morts, il y a des flammes, des sortes de flamèches bleues qui vont apparaître au-dessus d'endroits où des trésors ont été enfouis. Donc c'est à la fois une nuit, c'est la nuit des démons. Tous les démons de la terre sont libérés, sont dehors, et donc c'est une nuit très dangereuse. En même temps, pour celui qui a le courage d'être dehors, c'est une nuit de richesse. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et donc là, le cocher Dracula, on va l'appeler le cocher Dracula attend ce fameux moment pour marquer les repères en question et revenir plus tard chercher des trésors. Voilà ce dont je parlais. Heureusement que le film n'y fait pas allusion d'ailleurs. Le film va nous montrer les flammes bleues, mais plus comme étant des sortes de manifestations du pouvoir de Dracula autour du château. Là, dans le livre, c'est plus des résultats d'un folklore. Alors je ne sais pas si c'est si c'est un folklore qui existe vraiment ou si c'est une invention pure de Bram Stoker, mais ça n'a rien à faire là, j'ai envie de dire. Enfin, il y a plusieurs choses. Le comte ne peut pas avoir des soucis de trésorerie, en fait, dans un premier temps. On parle du comte Dracula. Il a eu des siècles, 4 siècles, non, là, depuis le début de cette histoire, depuis qu'il est vampire, pour amasser une fortune. Si c'est ça, si c'est ce dont il a besoin, c'est pas très compliqué. D'autre part, là, il y a son solliciteur, enfin, il y a ce clerc de notaire qui vient d'arriver pour mettre en marche son fameux plan qui consiste donc à acheter des propriétés à Londres pour aller se rendre à Londres. À quel moment il est là à s'arrêter, à marquer des repères de tombes, pour aller gratter et chercher du trésor? Enfin, qu'est-ce que ça vient foutre là? Donc là, ça me donnait clairement l'impression que Bram Stoker, en ayant lu, donc voilà, s'était un peu renseigné sur quelques légendes ou quelques contes fantastiques ou quelques mythes des Carpates, s'est dit, ah ça c'est génial, ça je vais le mettre dans l'histoire, ça je vais le mettre aussi, ça je vais le mettre, mais ça n'a rien à faire là, ça retarde l'histoire, ça n'a rien à faire là. Donc Dracula s'amuse à faire des rondes, tout de ramener Jonathan directement au château, il fait des rondes comme ça, et dès qu'il voit une flamme bleue, il s'arrête, il y va, il marque l'emplacement, il revient dans la calèche, il repart, il refait une ronde, et Jonathan est là, il est là, mais qu'est-ce qu'il fout putain? Nous aussi on se demande, mais qu'est-ce qu'il fout putain? Enfin, et bien sûr, pendant qu'il fait tout ça, il y a les loups qui se rapprochent, parce qu'il y a les loups qui sont dehors, il y a les démons, mais surtout il y a les enfants de la nuit, il y a les loups donc ça rapproche de plus en plus de la calèche, et à un moment donné, ils encerclent la calèche, et Jonathan s'en rend compte quand tout d'un coup un éclaircie va se faire, que la lune va éclairer le paysage et qu'il va se rendre compte qu'en fait que la calèche est entourée de loups. Et donc là, il prend peur, il panique, il se dit que mais le pauvre cocher ne pourra même pas rejoindre la calèche. Donc du coup, il va essayer de faire du bruit pour écarter les loups, parce que là, sinon ils sont condamnés quand même. Et c'est là qu'il entend une voix autoritaire qui hurle. Les loups se figent, ils arrêtent de grogner. Cette voix arrive, semble donner un ordre aux loups et les loups se dispersent. Et là, la nuit tombe à nouveau, le cocher monte avec ses yeux flamboyants. Donc il a très vite remarqué que ce cocher avait des yeux flamboyants. Il remonte sur la calèche et c'est reparti. Plus de loup, rien, Jonathan ne sait plus s'il a rêvé ou pas. Donc voilà, tout ça il a déjà vécu. Donc en fait, il est en train de l'écrire parce qu'il n'y croit même plus, enfin il n'y croit pas. Il s'est dit qu'il a rêvé, que c'est pas possible, etc. Donc il est en train de coucher tout ça sur papier en émettant ses doutes. Ce qui est très agréable justement, ce qui nuance vachement le propos aussi, ce qui va entretenir un doute et vers lequel l'histoire aurait pu s'orienter en plus, c'est-à-dire depuis le début, c'est est-ce que c'est de l'horreur tangible tout cela, ou est-ce en fait plutôt les suppositions et les craintes d'un touriste complètement dépaysé en fait, qui quitte sa civilisation pour venir dans des Carpates obscures, et tout ça se passe peut-être dans sa tête. Donc le livre dans un format de nouvelle aurait pu tout à fait entretenir que ce doute-là, et puis il rencontre un conte, les choses se passent, et puis il a quand même peur, etc. Mais il repart, il ne s'est rien passé, mais il repart avec de l'effroi. Donc on a de l'effroi comme ça, mais juste en fait, non pas de l'effroi si morbide de vampire et autres, mais plutôt juste de superstition d'un clerc de notaire qui quitte sa petite anglaise, sa petite anglaise aussi, qui quitte Mina, mais qui quitte plutôt sa petite Angleterre bien au chaud, bien éclairée, avec beaucoup de lanternes la nuit, pas d'obscurité surtout, pour rejoindre les Carpates, le lieu de l'obscurité, le lieu des montagnes, le lieu des pics qui font peur, au clair de lune, le lieu des loups, et qu'ils se nourrissent de tout ça, qu'ils commencent à voir des choses dans le noir qui n'y sont pas. Donc voilà, ça aussi, ça aurait été une très belle histoire aussi. C'est pas ce qu'on a un vampire, faut le savoir. Jonathan arrive enfin au château, avec son cocher, avec Dracula le cocher. Donc le cocher le dépose, descend ses affaires, part. Donc maintenant, on sait que c'est Dracula. Il rentre, il se change, il ressort. Et il ouvre la porte. Bonjour. C'est génial. Et en plus, on voit donc dans le film, il a une tenue, mais il a une tenue magnifique. On a un Dracula avec une robe, mais avec une traîne qui va sur 10 mètres au moins. Donc il enlève sa tenue de cocher pour mettre ça, quoi. C'est parfait, c'est parfait. Et donc il ouvre la porte, il accueille Jonathan. Jonathan est arrivé chez le comte. Et les choses bizarres ne font que commencer. Parce que dans le château aussi, les choses vont être très bizarres. Mais grossièrement, et ça marche d'ailleurs pour les deux, à la fois le livre et le film, tout le côté folklorique ici des manifestations superstitieuses et autres, finira par disparaître par la suite. On l'aura que dans cette première partie. Là, autour du château, autour de cette zone, des Carpates, tout cela. Comme je disais, ça donne vraiment l'impression que Bram Stoker a écoulé tout le répertoire des superstitions locales, qu'il a trouvé comme ça sur un pamphlet peut-être, et qu'il a tout vidé là-dedans. Mais en même temps, c'est vrai que ce qui marche bien dans le film, c'est que
quand on n'a plus ces manifestations-là, par la suite, donc on quittera le château, ça nous donne aussi l'impression que Dracula est hors de sa zone de confort un peu. Il n'est plus au milieu des loups sauvages. Là, maintenant, il arrivera après par la suite à Londres. Et dans Londres, bah voilà, plus ces bruits-là, plus des manifestations aussi bizarres, rien de tout cela. Il va se contenter de manipuler des rats et des loups domestiqués du zoo, voilà. Donc il perd un peu peut-être de sa superbe. Là où Jonathan Harker vient de trouver finalement, c'est un lieu qui est porte complètement son empreinte. Voire peut-être le seul lieu qui pouvait le créer aussi, quelque part. Peut-être le seul lieu aussi rempli comme ça d'un obscurantisme bienveillant à son égard, donc qui a pu créer Dracula. Donc voilà, là c'était la zone de D. Et un dé en quittant cet endroit, bah, perd tous ces avantages-là. Dracula donc vient ouvrir la porte à notre cher Jonathan. Alors, Jonathan, ce qu'il entend, c'est un pas lourd qui vient ouvrir la porte. Et on se demande, mais du coup, où est passée la souplesse un peu du conte, parce qu'on verra que pour être souple, il est souple. Il lui ouvre et il lui annonce, donc du coup, bienvenue chez moi, veuillez entrer de votre plein gré. Alors là, on dirait une inversion de la croyance première, qui est qu'un vampire ne peut pas entrer chez les gens sans y être invité au moins une première fois. Par quelqu'un résidant dans l'habitation en question qui l'intéresse. Là, ça s'inverse et c'est le comte qui dit à Jonathan, comme s'il était figé, comme s'il ne pouvait pas faire rentrer Jonathan sans son souhait, entrez de votre plein gré. Et une fois que Jonathan rentre, par contre, le comte se précipite sur lui, il le prend un peu dans ses bras, enfin, je sais plus, il l'enlace, il l'amène avec lui. Jonathan fait donc la connaissance du comte. Alors comme je l'ai dit, le comte se présente avec une robe superbe, avec une traîne de 10 mètres, comme ça, il arrive devant, voilà, il a la même carrure, donc dans le livre quand même il a un doute, Jonathan a un doute parce qu'il trouve que le comte a la même carrure que le cocher. Donc il n'est pas complètement con non plus. Donc il pose la question, comte Dracula, pour être sûr quand même qu'il a affaire à la bonne personne. Quoique il remarquera, il me semble que les voix ne sont pas les mêmes, donc ça veut dire que Dracula s'amusait à faire une autre voix quand il était coché. Donc le comte va l'accueillir, chaleureusement, après l'avoir invité à rentrer, comme je l'ai dit. Et là, Jonathan va pouvoir en fait l'observer. Il va l'amener dans un salon pour manger, la table est dressée, le comte ne mange pas, il n'a pas faim, ou il a déjà mangé, je ne sais plus ce qu'il avance comme excuse. Et là, Jonathan va pouvoir donc s'adonner à une observation plus précise du comte. Alors, le comte dans le film, alors c'est quelque chose, il a une coupe, elle est particulière. C'est Gary Oldman. Il est extravagant. Voilà, on va dire le mot qui saute tout de suite aux yeux, c'est extravagant. Cette belle coupe, cette coupe belle n'est peut-être pas le mot, imposante, magnifique, en sorte de pompadour, une grande robe en soie rouge, très maniérée aussi. Il est loufoque, un peu foufou, un peu sublime. Ça, c'est le conte du film. Le conte du livre, Jonathan nous en fait une description vraiment précise et on essaie de se le dessiner quand on entend tout ça. Et il n'est pas très beau, faut vraiment le dire. On pense alors à un nez aquilin. Un nez aquilin lui donnant un profil d'aigle. Il a donc une sorte de volonté Dracula. Cette volonté est aussi se retrouve dans sa physionomie. Force et une volonté, donc à la fois dans le regard, mais aussi un front qui est haut, qui est bombé, des cheveux qui sont rares sur les tempes, mais il a encore ses cheveux quand même, il n'est pas chauve non plus, des gros sourcils broussailleux, qui se rejoignent en un seul. Donc en fait, il a un monosourcil, Dracula, dans le livre. Et il a aussi une grosse moustache assez touffue. Donc des sourcils qui sont tellement longs qu'ils bouclent, une bouche qui est presque masquée par une énorme moustache dont tout ce qui dépasse, ce sont deux canines qui viennent se planter dans les lèvres du dessous. Mais il faut imaginer la gueule, quoi. Faut voir la tête du truc, en fait, si on se l'imagine 2 secondes. Donc des lèvres rouges, du coup, c'est tout ce qui est rouge parce que le reste du visage est tout pâle. Donc ça, c'est déjà le visage. Et le corps n'est pas sans reste. Il nous décrit à un moment donné ses mains aussi. On n'a pas que les mains, on a aussi d'autres petits détails. On a donc déjà cette tête pâle, mais il fait un peu elfe en fait. Il a les oreilles pointues, des oreilles pâles qui se terminent en pointe. Un grand menton large, ça va de soi avec cette force, avec cette vigueur qu'il a. Un menton pointu, ça l'aurait moins fait, on va dire. Pâleur de cire et ses mains. Ses mains en fait, donc les mains sont. Alors dans le film, donc c'est ce que j'ai mis en affiche en plus dans le préambule. Donc on voit un peu ses doigts longs, effilés, qui se terminent par de longs ongles, de longues griffes, on pourrait presque dire. Là, c'est l'inverse dans le livre. Il a des mains de bûcheron. Il a des mains épaisses, grossières, des doigts courts et gros, et en plus, il a du poil dans la main. C'est-à-dire que ses paumes sont recouvertes de poils. Et bien sûr, avec tout ça, donc on termine tout ça avec des ongles longs et fins, taillés en pointe. C'est un mongol. Alors, ce n'est pas du tout l'image qu'on se fait du vampire. On a aujourd'hui une image du vampire qui remonte effectivement à Bela Lugosi, avec donc un vampire imberbe, lisse, mais autoritaire, mais quand même propre et noble sur lui, quand même très propre sur lui, bien habillé, avec une autorité dans le regard, mais une prestance quand même. Quelque chose de très propre, quelque chose d'imberbe, et qui finira avec Twilight, avec des vampires hot topic, gothique et moquide et compagnie. Non, là, ce premier vampire tel qu'il nous est décrit, il est poilu, il est broussailleux même, on pourrait dire. Avoir des sourcils tellement denses et tellement longs qu'ils bouclent et qui se rejoignent au milieu, et plus une grosse moustache qui gâche toute la bouche, avec des canines c'est pas du tout l'image qu'on a de Dracula. Curieusement,
Même en ayant lu, j'ai quand même plus lu le roman que je n'ai vu le film. Enfin, j'ai lu le roman en plus avant d'avoir vu le film. Et je n'ai jamais eu cette image de Dracula. Cette description ne m'a pas du tout imprimé. Elle a fait que confirmer l'image que j'avais de lui. Donc je ne la lisais pas, cette description. Je la lisais sans la voir. Là, en la réalisant, je me dis, mais c'est un... J'ai pensé c'est un mongol, ça se dit pas, mais c'est ce qui m'est venu tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, c'était ça. Et en plus, une des premières choses qui marque Jonathan, c'est aussi qu'à un moment donné, le comte se rapproche pour lui parler. Et là, il a un mouvement de dégoût. C'est plus fort que lui, il ne peut pas s'en empêcher en fait. Il s'écarte parce qu'en fait, le comte pue de la gueule. C'est pas puer de la gueule, il a une mauvaise haleine. Il a une haleine fétide. Il a une haleine de mort. Voilà qui est le comte Dracula. On est loin, très très loin de Twilight. C'est pas beau en fait. Effectivement, on a toujours cette théorie comme quoi en fait, Bram Stoker est celui qui a le premier à nobiliser, on va dire, ennobli les vampires. Le vampire peut se mêler aux humains, en fait. Alors que le vampire, jusque-là, c'est plutôt le monstre, en fait. Hein. Le monstre qui sort de terre, voilà, une sorte de créature hybride entre le loup-garou, le zombie, ce qu'on veut. Donc voilà, le vampire, c'est dégueulasse. Hein. Ça sort des tombes et ça vient sucer le sang des vivants. Donc, effectivement, il a commencé à nous sociabiliser ce vampire, mais cette sociabilisation du vampire est en process. Hein. Elle n'est pas achevée, si on veut. On n'obtient pas directement Bela Lugosi. On passe d'abord par cette sorte de plouc, un guerrier plouc en fait, un guerrier plouc qui sort des bois, de ces contrées lointaines, qui parle mal, qui mal sapé, qui a des cicatrices partout, qui crache par terre, qui machin. Voilà, c'est une créature hirsute. Vu que déjà qu'il est resté ancré dans son temps, quand même il a 4 siècles le bonhomme. Il est resté ancré dans son temps, donc déjà il jure en fait, il jure forcément en essayant de se mêler à la société, rien que même sans parler du monstre, s'il était juste resté immortel, mais figé dans son temps, en essayant du coup de se mêler, de se mélanger à ces nouvelles sociétés, ces nouvelles civilisations qu'il ne connaît pas, déjà, ça ne marche pas. Donc non seulement il est ça, il est cette créature restée dans le passé, cet homme resté dans le passé, et en plus pas n'importe quel homme, un guerrier, un conquérant, un combattant, donc à une certaine carrure, il ne passe pas inaperçu en fait. Ce n'est pas le noble tout fin, le baron qui arrive avec sa canne et son haut de forme. C'est pas ça du tout. C'est un guerrier au départ. Donc l'extravagance de ses tenues, de ses manières, il ne passe pas inaperçu. Et des signes avant qui étaient donc peut-être des signes de richesse et de succès, avec cette grande barbe, cette démonstration du corps en fait, va complètement en opposition avec le nouveau corps tout beau, tout propre et tout imberbe, tout bien rasé, tout bien propre, qu'est Jonathan par exemple. Jonathan, il est tout propre sur lui. Donc voilà, il y a déjà ce contraste-là. Donc en plus, ça rajoute à cela que chez cet homme immortel, donc qui est resté bloqué il y a 4 siècles, loge aussi un monstre, un vampire. Donc il se nourrit de sang humain et dort dans de la terre croupie. Enfin, voilà, il n'a aucune chance. Donc il est faux de dire que Bram Stoker a rendu le vampire sympathique ou le vampire social, qu'il peut se mêler comme ça à la population sans être vu. Non, pas vraiment en fait. Il essaie tant bien que mal. Donc il y a une façade qui peut tenir 2 secondes, et regardez de plus près, elle s'écroule. Donc le vampire ne va pas au lycée, par exemple. C'est pas Twilight, bordel. Donc voilà un peu tout ce qu'il remarque. Et bien sûr, Dracula n'a pas perdu sa fameuse bellicosité parce qu'il va presque embrocher Jonathan à un moment donné. Parce que Jonathan est en train de manger, il écoute parler un peu. Dracula, il raconte un peu sa vie. Je suis dans ses clercs, on a fait des combats. Enfin, il lui dit facilement, oui, avec l'église, on a un peu collaboré à un moment donné. Mais bon, c'est une collaboration qui n'a pas très bien marché après, quoi. Il y a eu un petit à-coup. Donc pendant qu'il raconte tout ça, Jonathan, je crois que se moque, enfin il rigole un peu il fait une blague mal placée en fait. Il rigole parce que oui, ça ne lui parle plus, ça. C'est une époque, les époques ont complètement changé. Le comte le dit d'ailleurs à un moment donné. Le sang est devenu trop précieux de nos jours. À l'époque, le sang coule, c'est tout, c'est comme ça. Jonathan, dans ce côté précieux qu'il a, bah ça le fait rire, ça le fait doucement rigoler, toutes ces vieilles histoires de guerre, de conflits, et même d'héritage, d'ancêtres qui ont fait la guerre et donc être fier de porter tout ça. Non, ça ne lui parle pas, Jonathan. Lui, il est plus dans un monde moderne qui pense à sa carrière, à sa petite femme, à monter les échelons dans sa hiérarchie. Voilà, c'est tout. Voilà la guerre que lui a menée. Hein. Donc les guerres qui se passaient dans le terreau avec des soldats morts à terre, du sang dans les bottes et tout ça, ça ne lui parle pas. Donc il rigole de ça. Le comte le prend très mal et a failli presque l'embrocher pour le coup. Ce qui est drôle parce que quand même tout le plan du conte dépend de Jonathan. Dans le livre, Jonathan, c'est le premier clerc qui se déplace pour faire sa transaction. Certes, dans le film, c'est carrément le deuxième. Il en a déjà épuisé un. Là, c'est le deuxième qui vient et il va l'embrocher. Donc, ça veut dire qu'il va en recommander un troisième. Et à un moment donné, ils viendront plus quand même. Donc voilà, mais Jonathan va s'excuser et tout cela va passer assez simple. Donc au début, Jonathan trouve le conte un peu bizarre, mais sans plus. Il va l'observer. Donc là, en mangeant, souvent autour de la table, voilà, le comte ne mange jamais.
Le comte ne mange jamais, il ne fume pas, il ne mange pas. Alors que bon, il pourrait aimer le boudin, je vois pas ce que ça... Voilà, il y a du sang quand même. Mais c'est surtout que Jonathan va commencer à s'imprégner des habitudes du comte. Déjà, il se rend compte que le comte n'est pas là toute la journée. Petit à petit, Jonathan va aussi se rendre compte. Ça prend du temps tout ça, hein, mais dans le film, ça va très vite. Dans le livre, ça prend plus de temps. Très vite, il se rend compte que qu'il vit seul dans le château avec le comte. Hein. Et il a l'impression que toutes les portes sont verrouillées. Je dis qu'il a l'impression parce que dans le livre, on se rend compte en fait que c'est juste que les portes pèsent depuis tout ce temps, elles sont rouillées, elles sont complètement engoncées sur place. Donc en fait, il faut une force surhumaine pour les ouvrir. Donc le comte arrive à ouvrir les portes, mais pas forcément Jonathan. Il observe aussi, il se pose des questions, il se demande mais pourquoi le comte se retire toujours à l'aube? En fait, quand le soleil commence à se lever, il se retire toujours. En fait, il se demande mais pourquoi? Comme si on était dans un conte des mille et une nuits. En fait, l'histoire s'arrête toujours là, parce que toute la nuit, le comte l'entretient, lui parle, lui pose des questions. Dès que le jour se lève, le comte s'éclipse. Et donc Jonathan se pose la question, à bonne raison. Nous aussi d'ailleurs, parce qu'on verra plus tard, encore une fois, ici dans cette histoire, le vampire n'est pas le vampire qu'on connaîtra par la suite. Le vampire n'a pas peur du soleil. Dans Dracula, Dracula n'a pas peur du soleil. Dracula peut marcher en pleine journée s'il veut. C'est juste qu'il perd une partie de ses pouvoirs. Il est beaucoup plus vulnérable, c'est tout. Mais il n'a pas besoin forcément d'aller au lit. On est encore une fois sur ce mélange souvent de tous les éléments folkloriques qui vont par moments se contredire. Donc Dracula doit retourner quand même dans son cercueil, mais s'il veut, il peut aussi se balader en pleine journée. À Londres, il le fera. Alors, est-ce lié à quel état de puissance il est? Est-ce qu'il a repris des forces ou pas? Est-ce qu'il s'affaiblit de plus en plus? Il ne retourne pas se ressourcer dans sa tombe? L'histoire ne creusera pas plus longtemps cet aspect. Mais voilà, on a deux choses comme ça qui se mêlent. Donc quand ça arrange l'histoire, il faut que Dracula aille se coucher. Ça entretient le mystère. Et quand ça arrangera l'histoire, il faut que Dracula puisse se déplacer en pleine journée pour effectuer les actions qui feront avancer l'intrigue. Parce qu'il aura besoin, justement, de le faire. Donc ces bizarreries du conte vont culminer jusqu'au moment où Jonathan se rendra compte que là, c'est pas un être humain. La scène qui le convainc vraiment, c'est quand il verra le comte sortir d'une fenêtre, sortir la tête d'une fenêtre. C'est une scène très loufoque hein, où Jonathan ne sait pas quoi foutre de la nuit. Quoi. À un moment donné, quand le comte n'est pas là, il ne sait pas quoi faire. Il se promène, il se balade dans le château, mais il est prisonnier. Il se rend compte qu'il est prisonnier. Il va juste regarder à un moment donné, pas en contrebas, voir la tête du comte qui sort pour regarder à l'extérieur. Donc Jonathan, ça l'amuse au début. Il ne comprend pas pourquoi le comte sort la tête comme ça dans la nuit noire pour regarder dans le vide. À quoi ça sert? Et petit à petit, il voit le corps du comte qui commence à sortir le buste qui sort, les hanches, les jambes, et tout sort en fait. Et là, le comte commence à ramper le long du mur. L'amusement de Jonathan se transforme en horreur. Et c'est là qu'il pose vraiment pour la première fois la question, qu'est-ce que c'est que cette créature? Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est là tout d'un coup qu'il se rend compte qu'il n'a plus affaire à un humain. Que ça ne peut pas être un humain. Donc les humains ne se déplacent pas comme des lézards le long des murs de châteaux en conte, voilà, qui donnent sur des précipices. Voyez. Quoique. Donc ce personnage loufoque excentrique du conte, donc de Dracula, va laisser la place à un gentleman par la suite, dans le film. Dans le film, ce conte extravagant, on ne l'aura plus. Il change littéralement de personnalité. Et il laisse derrière lui, voilà, comme je disais, tout ce folklore, avec ses lumières bleues, ses loups, tout ça, il va tout laisser derrière pour devenir le comte qu'on verra par la suite à Londres. Un autre élément qu'il laisse derrière lui aussi, c'est son ombre. Alors ça, c'est un élément du film, ce n'est pas du tout dans le livre. Mais dans le film, Dracula a une ombre qui est vivante. L'ombre fait des choses, c'est un peu cartoonesque, je n'étais pas trop convaincu quand même, je ne le suis toujours pas, mais il va faire des choses, et l'ombre en fait va presque représenter les pensées refoulées de Dracula. Par exemple, quand Jonathan dit quelque chose qui va le heurter, qui va l'énerver, autant le comte se retient, mais on voit l'ombre du comte qui essaie d'étrangler l'ombre de Jonathan Harker. Le problème que ça pose bien sûr, c'est avec le format épistolaire. Si Jonathan ne peut pas voir cette scène, comment se fait-il que nous la voyons? Comment a-t-il pu la retranscrire? Voilà, bon. Donc ça contredit un peu l'épistolaire, donc ce n'est certainement pas dans le roman, mais c'est dans le film. Ça nous est destiné à nous, et ça fait doucement rigoler, mais je ne voyais pas l'intérêt. En plus, l'ombre va même interagir avec des objets. Hein. L'ombre va par exemple bousculer un encrier à un moment donné. On peut mettre ça sur le dos du côté enchanté du château. Dracula a quand même imprégné ce château pendant 4 siècles, donc le château est presque vivant. L'ombre, finalement, n'est qu'une manifestation de la présence de Dracula dans ces lieux. Hein. Donc, quand Dracula quittera les Carpates, quand Dracula arrivera à Londres, en fait, ces événements-là s'arrêtent. Alors, on pourrait presque croire d'ailleurs qu'ils s'arrêtent quand Jonathan se rend compte de ce qu'est le conte vraiment, comme si le voile était levé. Donc, à partir du moment où on sait ce que c'est que cette chose, quand il comprend que là, il n'a plus affaire à un humain, toutes ces farces et attrapes, là, toutes ces manifestations un peu hirsutes s'arrêtent. Ça devient un peu plus sérieux tout d'un coup. Dans la bande son du film, toute la partie du château, tout ça, on a comme des voix qui pleurent dans le lointain, des femmes qui éplorées, et en fait ça aussi ça va s'arrêter. Ça fait très légende urbaine un peu, qui tout d'un coup font face à une confrontation à la réalité tout d'un coup. Quand on sait ce que c'est, quand on comprend, voilà, quand on décortique la chose, ça s'arrête. Voilà, ça n'a plus d'emprise. Donc voilà, une différence notoire effectivement entre ces manifestations de Dracula,
C'est la vitesse à laquelle il nous est dévoilé pour qui il est. C'est dans le film, ça va assez vite. Dans le livre, ça prend son temps. Dracula n'est pas si rapidement creepy. Déjà, on n'a pas le jeu d'ombre. Donc au départ, c'est juste un conte un peu loufoque, un peu bizarre. Jonathan n'arrive pas vraiment à le cerner. Et c'est petit à petit que le malaise s'installe. D'abord, quand il se rend compte que c'est le comte qui dresse la table à manger. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de domestique, il n'y a pas de cocher. Donc c'est le comte qui était venu le chercher. Petit à petit, les éléments vont se mettre à place. Ça prend plus de temps dans le livre, c'est tout. Dans le film, ça va assez vite. Dans le film, ça va un peu plus vite, mais ce n'est pas dérangeant. Alors, cette partie va surtout nous servir aussi à comprendre le projet du conte. Là, voilà. C'est pour ça, après tout, que Jonathan est là. Donc, avant que Jonathan ne soit absolument terrorisé par le conte, on a le temps de mettre en place le pourquoi de sa venue. Donc, on comprend effectivement que Dracula va acheter des propriétés en Angleterre. Il va acheter une dizaine de propriétés. La question, c'est pourquoi? Est-ce que c'est par ennui? On pourrait se dire que non, c'est pour répandre des vampires un peu partout dans le monde. En fait, non. Enfin, c'est la crainte qui pèse dans l'histoire, hein, surtout dans le livre, c'est clairement dit. Mon Dieu, Jonathan va se rendre compte de cela. Il va dire, mon Dieu, j'ai aidé cette créature à se déchaîner sur Londres. J'ai jeté cette créature sur mes compatriotes, en fait. Londres va devenir le territoire des vampires à cause de moi. Jonathan a cette culpabilité. Sauf que si on observe bien, non, ça ne peut pas être ça. Parce qu'en 400 ans, Dracula n'a fait que 3 vampires. Là où il est, là dans les Carpates, dans le château, on verra qu'il y a 3 autres vampiresses planquées quelque part, c'est les seuls qu'il a pu faire en 400 ans. Donc envahir le monde, il avait le temps. Il ne l'a pas fait, donc on ne peut pas vraiment parler d'une armée qu'il va aller monter comme ça à Londres de vampires. D'ailleurs, on verra, ce n'est pas ce qu'il va faire du tout. Une autre raison, moi qui m'aurait plu, toujours l'éternel, le discours des lumières de la ville qui offre une meilleure nuit aux monstres. Voilà, le monstre va aller se réfugier en ville. Quel meilleur endroit pour se réfugier que la ville? Il aurait suffi de rajouter à cela en fait la méfiance grandissante du village, parce qu'on a bien vu comment les villageois se comportaient vis-à-vis de lui. Donc les gens commencent à comprendre de plus en plus que là, dans ce château, ce qui vit là n'est pas normal. Ils ont même mis le mot dessus, ils ont dit vampire à un moment donné. C'est-à-dire que le comte a dû quand même en 400 ans se nourrir de temps en temps. Donc petit à petit, les soupçons du village ont commencé à se porter vers ce château avec ce personnage bizarre et qui pourrait être la cause de leur malheur. Et donc peut-être qu'une procédure aurait pu être mise en place, c'est-à-dire que les villageois qui auraient commencé à se plaindre au niveau de quelle que soit la hiérarchie présente, l'autorité présente, je veux dire, et que Dracula se fasse convoquer, et que Dracula sache que tôt ou tard, il ne pourra pas longtemps tenir face à en fait une population de plus en plus curieuse, à une autorité de plus en plus entreprenante, qui se permet de le convoquer. Dracula convoqué à la préfecture. Oui, qu'il vienne s'expliquer. Et là, ils comprennent que là, il faut qu'il se taille. Donc ça aurait pu être ça, ça aurait pu être une bonne raison. On ne saura pas vraiment pourquoi Dracula se barre dans le livre. Il y a cette allusion à la conquête, conquérir de nouveaux espaces, enfin, mais encore une fois, on se demande mais pourquoi ne pas commencer par là où il est, Partir avec une armée, c'est quand même plus impressionnant que... Voilà. Dans le film, on a une meilleure raison. Et ça, c'est la fiancée de Jonathan Harker. Alors si dans le livre, Mina est juste en fait, comme j'ai dit, c'est un personnage quand même intéressant et important, Mina, surtout dans la deuxième et dernière partie du livre, où c'est un personnage vraiment qui soutient toute cette chasse à l'homme, qui la motive aussi, parce qu'elle est devenue une victime de Dracula, et qui va aider à l'abattre en fait, tout simplement. Donc c'est ça Mina dans le livre. Dans le film, Mina, c'est le portrait craché d'Elisabetta, la femme du comte qui est morte. Et quand le comte va voir cette photo, quand Jonathan va sortir la photo de Mina, le comte va avoir un choc. Il va se dire, pour lui, le destin s'est mis en route. Le destin l'a remis dans un sillage qui va lui permettre de rencontrer à nouveau, il lui donne une autre chance, rencontrer à nouveau Elisabetta. Et cette raison n'est pas mal. Cette raison n'est pas mal parce que du coup, ça expliquerait que le comte se rende à Londres et qu'il reste comme ça autour de Mina. En croyant comme ça que Mina est la réincarnation d'Elisabetta, la femme non, qui est la raison pour laquelle il s'est tourné vers les ténèbres, Mina est également peut-être la clé de sa délivrance. En termes d'histoire, cette simple raison aurait pu motiver son départ. Sauf que le film va essayer de concilier les deux. À la fois cette superbe raison qu'ils ont trouvée pour faire venir le comte à Londres, c'est-à-dire Mina, qui est la réincarnation d'Elisabetta, donc à son portrait craché, ils essaient de concilier cette raison avec le motif du livre. C'est-à-dire qu'il veut quand même aller à Londres dès le départ, et après il voit la photo, il veut quand même aussi y aller. Du coup, il a une double raison. Il voulait déjà aller à Londres de toute façon, et en plus, il se trouve que Jonathan Harker, qui est le clerc de notaire qui s'occupe de cette affaire, doit se marier avec Mina, qui est le portrait craché d'Elisabetta. Donc là, ça fait trop de hasard. Voilà, ça fait encore une fois un scénario millefeuille, on veut tout mettre dedans. Juste Mina, qui est la réincarnation d'Elisabetta, aurait suffi. Ce qui aurait expliqué que le comte se rende à Londres, ce qui va expliquer surtout, parce qu'on va se rendre compte qu'une fois arrivé à Londres, le comte ne va pas faire son armée de vampires. Au contraire, il va stocker une amie de Mina qui s'appelle Lucie, il va s'en prendre à elle avant tout, et ne pas aller faire d'autres victimes. C'est incroyable. Il a tout Londres pour lui, il va rester accroché, agrippé à Lucie. Heureusement, dans le film, il reste agrippé à Mina, et finalement, c'est par dépit qu'il se rabat sur Lucie. Mais ils ont une bonne raison pour qu'il fasse ça. S'il y va avant tout parce qu'il veut retrouver sa bien-aimée, cela explique qu'il reste stocké ses deux amis inséparables, que sont Mina et Lucie.
L'une pour la dévorer des yeux et l'autre pour la dévorer des dents. Voilà, le portrait de Mina aurait suffi comme moteur et encre du séjour du comte à Londres. Et il aurait juste fallu que Jonathan soit un touriste quelconque avec la photo de sa future mariée qui se rende dans le château. Alors, soit parce qu'il se déplace dans l'auberge de Dracula ou parce qu'il visite son château pendant les journées du patrimoine, j'en sais rien. Mais le comte est déjà sur le départ à l'arrivée de Jonathan. Rajouter la motivation d'une réincarnation de feu sa femme, ça fait encore millefeuille. Trop de raisons, trop de couches de choses. On avait déjà parlé de l'effet millefeuille dans la mini-série de Rosemary Baby. Prendre différents rôles et les rajouter les uns sur les autres, tout ça, je trouve que ça donne toujours... Ça peut marcher, ça ne dérange pas trop l'histoire, dans l'absolu, mais ça l'affaiblit. Ça l'affaiblit, et une narration... Et voilà, moi j'aime bien une narration sobre, qui sait se faire confiance, qui sait mettre en place des éléments assez solides pour qu'il n'ait pas besoin d'être renforcé, encore doublé par d'autres couches. Et là, on tenait une excellente raison, bien meilleure que celle dans le livre d'ailleurs. Une excellente raison du départ de Dracula pour Londres. Le courrier qui commence la partie 3 du roman commence par ce que je disais tout à l'heure, ce qui nous permet de nous mettre tout de suite dans l'ambiance, par ce que je vais raconter là. Journal du 10 juin, par exemple. Ce que je vais raconter là, c'est chaud parce que ça ne va plus. Je ne sais pas si je peux croire ce que je viens de vivre, mais je l'écris. Il faut que j'écrive pour ne pas devenir fou. Et voilà, c'est intéressant en fait, ça nous met déjà en tension a priori, alors qu'on ne sait même pas ce qui s'est vraiment passé. Alors tout bascule pour Jonathan lors d'une scène de rasage. Jonathan est occupé à se raser et le comte l'interpelle. Alors Jonathan est dans la pièce, on va dire, il tourne le dos à la porte, il a un petit miroir de voyage qu'il a avec lui, il est en train de se raser et le comte l'appelle sur sa droite. Bon, il se retourne, il voit le comte, mais là tout d'un coup il est intrigué, il se dit pourquoi je ne l'ai pas vu dans mon miroir? Bon, déjà, il avait remarqué que dans tout le château, il n'y avait pas un seul miroir. Ce qui était drôle d'ailleurs, parce que le château est très riche et somptueusement orné, mais pas un seul miroir. Dracula s'est débarrassé de tous les miroirs. Il se rend compte que Dracula est juste derrière lui, donc dans le miroir, il voit la porte, mais quand il se retourne, il voit Dracula, et quand il se retourne vers le miroir, il ne voit pas Dracula. Donc ça, c'est pareil, c'est assez connu que les vampires n'ont pas de reflet. Ce qui tient un peu au fait qu'ils n'ont pas d'âme. Donc c'est la question de l'âme, en fait. Le reflet étant le reflet de l'âme, donc les vampires n'ayant pas d'âme, Dracula ne se voit pas, n'a pas de reflet. C'est un peu léger. C'est bizarre dès que c'est un peu léger, que c'est difficile à expliquer, parce que quand même on parle d'une créature qui peut se transformer en chauve-souris, mais bon bref. Mais en réalité, il aurait mieux valu que ça reste une légende urbaine. Parce qu'en réalité, ça n'a pas trop servi, ça ne sert pas trop dans l'histoire. Dracula est déjà assez creepy comme ça, rajoutez cela en plus, bon, ça ne resserre pas dans l'histoire. Parce qu'il y aurait eu pas mal de jumpscares qu'on aurait pu faire avec ça. Mais c'est la seule fois que ça intervient et bof. Je là, oh, on voit pas son reflet, d'accord. Encore une fois, ça fait un peu compilation de mythes. Alors, le vampire n'a pas de reflet, il me faut une scène où il n'a pas de reflet. Une fois que c'est fait, c'est checké. Voilà, j'ai checké cette case, voilà. Il y a une checklist comme ça, donc ça c'est check, on passe à autre chose. Qu'on ne le réutilise pas. Voilà, ça me fait encore une fois ce fameux effet de la compilation d'effets de folklore. Voilà, les vampires c'est ci, c'est ça, c'est ça. Il me semble même qu'on dit que les vampires sont obligés. Donc quand on verse du riz devant des vampires, par exemple, vous êtes pourchassé par un vampire, vous avez du riz avec vous, vous jetez par terre, le vampire, pour qu'il puisse continuer sa poursuite, doit d'abord compter tous les grains de riz qui sont par terre. Ça vous laisse le temps de vous échapper. Donc voilà, ça il l'a pas pris, hein, Bram Stoker, parce que c'était à chier en fait comme idée. Ça aurait vraiment tué l'histoire. On voit les héros comme ça avec des poignées de riz qu'ils balancent sur Dracula comme si c'était une mariée. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter. Donc ça, il l'a pas pris. Bon, s'il l'a pas pris, il aurait pu faire le tri, en fait. À un moment donné, il faut éviter la checklist. Le vampire, c'est ça, il va falloir que je fasse tout ça, tout ça, tout ça. On le verra d'ailleurs avec les films Hammer qui reprennent Dracula. On a d'autres films donc sur Dracula. Et donc chaque film va essayer de tuer Dracula d'une manière différente. Et chaque manière est liée justement au mythe du vampire avec les différentes façons qu'on a de le tuer. Et il y a des façons assez ridicules. Hein. S'il tombe dans des roses, dans des épines de roses, il ne peut plus en sortir. Ils le font. Il y a une mort de Dracula comme ça. Il est joué par Christopher Lee. Il tombe dans les ronces, il est là, je peux plus sortir. Comme une merde. C'est pas possible de traiter Dracula comme ça, c'est quand même. Voyons. Donc voilà, Jonathan ne voit pas son reflet, il se retourne à nouveau et Dracula comprend que Jonathan ne voit pas le reflet. Donc je crois qu'il fait un... Enfin, comme un chat, il jure, il crache comme un chat et en fait ça fait péter le miroir. Le miroir explose. Enfin, explose, se fissure. Et je crois que ça fait peur à Jonathan, ou en tout cas Jonathan se coupe, et le comte se précipite sur lui en lui disant attendez, laissez-moi faire, laissez-moi faire. Oh, vous êtes coupé, laissez-moi faire. Parce qu'en fait, c'est la vue du sang, ça le rend dingue en fait. Il saisit Jonathan par le cou, il prend la lame, il se retourne, il lèche le sang donc sur la lame, il veut finir le rasage de Jonathan, il lui tient le cou, donc il est sur le point de craquer, de céder. Parce que là, tout d'un coup, il a goûté du sang, il sait que là, s'il égorge cet homme, il va se gaver. Pendant un moment, la vue du sang lui fait perdre toute raison, il oublie son plan, il oublie qu'il a besoin de Jonathan pour mener à bien son plan d'aller à Londres, tout cela, parce que là, tout d'un coup, il a vu du sang, donc voilà, il perd ses moyens. Il a un côté très Mr. Jekyll et Dr. Hyde, là, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, plutôt, notre Dracula, vu que, voilà, il a vraiment deux facettes, et là, quand il perd ses moyens, quand il devient fou, il devient fou très vite, le sang, ou tout à l'heure la blague mal placée, qu'on s'en prenne à son honneur, etc. Il devient fou, et derrière, voilà, ça contrebalance avec le noble qui sait se tenir, qui sait
qui est propre sur lui, qui a voilà, de beaux phrasés, tout ça. Alors, ce qui sauve Jonathan, on va dire, parce que le comte est quand même à ça de l'égorger, ce qui sauve Jonathan, c'est que le comte voit la petite croix que l'aubergiste lui avait donnée. Donc l'aubergiste lui avait mis la croix autour du cou, et quand le comte voit cette croix dans le reflet de la lame de rasoir, il lâche tout, il s'écarte, il est effrayé ou courroucé, peu importe, mais ça le calme, ça enlève du coup, ça retire tout d'un coup cette bellicosité qu'il avait, cette désir de sang qu'il avait. Ce regard meurtrier, tout ça s'efface, il se retire. Et il dit à Jonathan de faire attention à ces objets. Faites très attention à ces objets de superstition. Venant d'une créature mythique quand même, c'est gonflé. Et surtout que Jonathan voit bien que l'objet en soi a eu son effet. Donc Jonathan n'est pas prêt de s'en débarrasser, mais le comte ne s'arrêtera pas là. Il dira en plus que si Jonathan s'est coupé, c'est sans doute à cause de ce maudit objet qui n'est là que pour flatter l'ego des hommes. Encore une fois, venant de Dracula, c'est gonflé de parler d'ego. Et donc, en fait, il va tout simplement se débarrasser du miroir de Jonathan. Et Jonathan, devant tout ce qui vient de se passer là, toute cette scène où il n'a pas vu l'ombre, il n'a pas vu de reflet du vampire qui se jette sur lui, qui a 2 doigts de lui sucer son sang, qui va presque l'égorger, et tout d'un coup qui se calme au contact ou à la vue suivant, parce que dans le livre c'est au contact de la croix, dans le film c'est en voyant la croix, qu'il se vide tout d'un coup de cette haine, de ce désir de sang, et qu'il se retire. Et en plus dans le film il se retire, enfin c'est son ombre qui part en premier, je sais plus, enfin voilà, il part toujours, il a des entrées et des sorties géniales de toute façon à chaque fois. Devant tout ça, la première question que Jonathan se pose, c'est comment je vais faire pour me raser maintenant. C'est en anglais. Cette question, comment vais-je faire pour me raser maintenant? Est-ce qu'on vit dans le même monde? Est-ce qu'il vient de voir ce qui vient de se passer? Enfin bon, c'est incroyable en fait ce qui surprend Jonathan. Il va dire, je n'ai vu le comte ni manger ni boire, quel homme singulier. Et le fait qu'il n'ait pas de reflet, ça ne le tilte pas. Il n'en parle pas de ça. C'est vraiment, il revient pas dessus, il ne l'écrit pas, il n'est pas là. Mais comment est-ce possible qu'il n'ait pas de reflet? C'est physiquement pas possible. Si je peux le voir, c'est une histoire de lumière. Voilà, ça veut dire qu'il réfléchit la lumière à un moment donné, si je peux le voir. Comment ça se fait-il que cette lumière réfléchie ne se reflète pas dans un miroir, etc. Enfin, il ne se pose pas la question, il dit juste, je n'ai jamais vu le comte ni manger ni boire, quel homme singulier. Oui, accessoirement, c'est un homme qui lèche le sang aussi, mais bon, ça peut-être qu'il ne l'a pas vu. Mais qu'est-ce qu'il est blasé, c'est incroyable. Et même, il disparaît. Il y a des moments où il est là, il est plus là. Enfin, voyons. Alors, attention, jusque-là, il n'a pas encore vu Dracula qui rampe le long des murs. Mais déjà, rien que ces scènes, Dracula se déplace. En plus, dans le film, Dracula se déplace, on dirait qu'il est sur un hoverboard, là, qui glisse tout seul, comme ça. Il arrive tout seul. Là, tout chez ce personnage est creepy. Et ça va beaucoup plus vite dans le film, comme je disais, mais même dans le livre, il y a des moments qui ne trompent pas. Donc, c'est dans ce début d'inquiétude que Jonathan va commencer à mener l'enquête et se demander, oui, mais s'il doit me barrer, là, du jour au lendemain, comment je fais? Et c'est là qu'il fait le tour du château, qu'il se rend compte donc que le château surplombe un précipice, ce qui a été bien récupéré pour le suicide, du coup, de Mina, d'Elisabetta, du coup. Il fait le tour et il se rend compte qu'il ne peut rien ouvrir. Voilà, aucune porte ne s'ouvre et il est prisonnier. C'est là qu'il se rend compte qu'il est fait comme un rat. Et surtout qu'il n'y a pas âme qui vive. Un soupçon déjà qu'il l'avait au départ, mais en voyant en plus le comte dresser sa table, qu'il se rend compte que si le comte s'affaire à dresser sa table, c'est lui qui fait son lit, c'est lui qui est venu le chercher en cocher, et donc il est seul avec le comte dans ce château. Et donc Jonathan, pour essayer de survivre, donc on va dire c'est contre ses manières ou son éducation, d'aller fouiller comme ça, de mener l'enquête, tout ça. Mais on se rend compte que ça le gêne. Il est là, je ne devrais pas faire ça, mais il se rend compte aussi que là c'est une question de vie ou de mort. Donc il se donne la licence d'aller fouiller un peu quand le comte n'est pas là. Et comment il sait que le comte est là ou n'est pas là? Il y a une scène, il me semble, où il entend la porte du château se refermer. Donc quand le comte rentre, il ferme le château. Il ferme la porte, il fait du bruit, ce qui est quand même bien hasardeux pour le comte qui sait grimper, voler, se transformer en nuage. Il peut vraiment partir et rentrer sans qu'on le voie. Donc encore une fois, souvent il fait des choses, mais pour que ça serve à l'histoire. Le fait de grimper le long du mur, par exemple, comme il le fera tout à l'heure, c'est débile, c'est complètement ridicule. Le comte peut se transformer en brouillard et s'évaporer comme ça, là. Voilà. Parcourir des distances, il peut se transformer en chauve-souris, il peut faire plein de choses. Pourquoi il s'amuserait à ramper le long d'un mur? Voilà. Pourquoi se faire chier à ouvrir et à fermer sa propre porte? On verra plus tard dans l'histoire qu'il peut se glisser à travers quel que soit l'interstice, à partir du moment qu'elle n'est pas bénite ou que ce soit pas chez quelqu'un où il n'a pas été invité. Une interstice suffit pour qu'il pénètre un lieu. Pourquoi ouvrir et refermer une porte? On pourra mettre ça sur le dos du fait que c'est le jour et qu'il n'a pas tous ses pouvoirs, tout ça, blabla, voilà. Et pareil, il se pose aussi la question du pouvoir sur les loups. Parce qu'il se dit, mais si le comte, si c'est le seul domestique, ça veut dire que c'est le comte qui est le cocher. Mais si c'est le cocher, que veut donc dire ce curieux pouvoir qu'il a sur les loups? Et c'est encore génial parce qu'il se pose la question du pouvoir sur les loups qu'à partir du moment où il comprend que c'est Dracula. Mais ce pouvoir sur les loups n'était même pas normal avec le cocher en fait. Donc pourquoi il se pose pas la question plus tôt? Donc quand c'était le cocher, c'était ok, c'était bizarre, machin. Mais quand c'est le comte, c'est... Mais quel est donc ce curieux pouvoir qu'il a sur les loups? Il est tellement blasé, c'est génial. C'est l'anglais, c'est le cliché de l'anglais. Donc voilà, Jonathan va baigner à un moment donné dans le malaise, sur la nature du comte, sur la nature de sa présence dans ces lieux. Est-ce qu'il est prisonnier? Est-ce qu'il va pouvoir repartir? Il ne sait pas. Et en plus, à tout cela, ça rajoute le malaise du coup du regard du comte sur la photo de sa femme.
Donc ça, c'est dans le film. Donc ça vient se rajouter là-dessus. Donc le comte qui croit que c'est la réincarnation d'Elisabetta. Il lui en parle pas, bien sûr. Et Jonathan est assez dense, en fait, pour peut-être pas se rendre compte que sa femme est en danger, justement. Mais là, il a eu 2 moments qui précisent que là, le comte a jeté son dévolu sur cette femme, en fait. Parce que dans la scène suivante, Jonathan va désobéir au comte. Parce que le comte lui dit, le comte sort à un moment donné, il s'habille, il sort. Il dit, voilà, je vais sortir ce soir. Il lui dit, attention, vous pouvez traîner où vous voulez dans ce château, mais par contre, si le sommeil vous prend, dormez toujours dans le lieu que je vous ai réservé à cet effet. Ce château est vieux, il a des histoires, il a une vie. Dormir dans de mauvais endroits pourrait suggérer des cauchemars. Donc voilà, le comte n'est pas très précis ce qui risque d'arriver à Jonathan, mais il lui suggère fortement d'aller dormir dans sa chambre si jamais il a sommeil. Et Jonathan, peut-être parce que c'est le dernier recours de rébellion qu'il a face au comte, va désobéir. Il va rentrer dans une pièce qui est un bésodrome. Vu le lit qu'il y a, voilà, il s'allonge un peu dessus et commence à dormir, à somnoler. Et là, en fait, il y a 3 femmes qui vont apparaître, qui apparaissent des draps comme ça, et qui vont se jeter sur lui. Alors, dans le livre, elles n'arrivent pas comme ça. Ce qu'il voit au début, c'est comme une poussière au clair de la lune. Donc, en fait, les vampires, encore une fois, un autre de leur pouvoir, peuvent voyager en chevauchant l'éclair de lune, donc les rayons de lune, et donc sous la forme de poussière, comme cela. Donc, en fait, il voit cette poussière qui arrive, et petit à petit, ça devient tangible, et petit à petit, à un moment donné, il a 3 magnifiques femmes, qui sont présentes dans la chambre avec lui. Et ces femmes vont parler de le séduire, vont parler de l'embrasser, et qu'il est assez vigoureux pour leur donner un baiser à toutes 3. Donc c'est une scène malaisante dans le film, c'est une scène de viol, il n'y a pas d'autre mot. Et petit à petit, ces baisers qui semblent être langoureux, qui semblent faire plaisir à Jonathan, se transforment petit à petit en morsures. Donc elles mettent les dents. Et c'est jamais agréable quand elles mettent les dents. Donc elles mettent les dents dans l'entrejambe de Jonathan, et là il hurle, mais en fait très rapidement la douleur devient peut-être orgasme aussi, enfin, c'est ambigu. En tout cas il prend son pied, elle prenne son sang, voilà. C'est un échange équitable. Et c'est un plan à 3 qu'on a avec, donc dans le... Alors, je ne sais plus si c'est dans le livre aussi, mais il me semble qu'il y a une blonde, une brune et une rousse. Donc Dracula, en 400 ans, il a fait une blonde, une brune, une rousse. Ce vieux libidineux, quoi. Et donc voilà les 3 vampires qu'il a fait. Il s'est dit, ok, ouais, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut, merci bien. Et voilà, il n'en a pas fait d'autres. Et donc pendant que cette rousse, cette brune et cette blonde sont en train de sucer Jonathan, il n'y a pas d'autre mot, le comte débarque. Il débarque comme un taré, parce que Jonathan est complètement en extase, il se laisse aller, et d'ailleurs dans le journal il décrit tout ça, il décrit, j'avais honte, j'étais en train de tromper Mina, mais c'était tellement bon. Il le dit pas comme ça, mais c'est ça qu'il dit. Et là le comte débarque, mais comme une furie, il chope les femmes, il les balance à droite à gauche, mais sans façon, vraiment il les envoie balader. Parce qu'il n'y a pas de fragilité, ou ce ne sont pas des femmes. Quand je dis ça comme ça, ce que je veux dire c'est que dans le film on verra, dans le livre aussi, on verra qu'il y a toute cette attention, toute cette délicatesse vis-à-vis des femmes. On les traite vraiment avec des gants de velours. Sauf celles-là. Celles-là, on peut les balancer à droite à gauche, on peut les frapper, on peut les violenter. Celles-là, ce sont des putes. On verra d'ailleurs, il y a un puritanisme bien présent dans cette histoire. Il y a 2 types de femmes dans cette histoire. Il y a Mina et Lucie, pauvres victimes, qui sont de braves femmes, qui connaissent leur rôle, qui connaissent leur place. Et on a celles-ci, ces femmes qui violent là. Et ces femmes qui violent, ce sont des monstres. Ce sont des dévergondées, ce sont des femmes du sexe, ce sont les seules qui vont d'ailleurs mordre un homme. Ce sont les seules vampiresses qui vont mordre un homme. Quand la pauvre Mina ou Lucie vont être transformées, elles ne mordront pas d'homme. Mais parce que mordre un homme, sucer un homme, c'est pour celle-là, c'est pour ces catins en fait. Et donc voilà, on a ce côté puritain dans l'écriture de Bram Stoker, en fait on commence à le comprendre au fur et à mesure. Et pareil, le vampire homme ne mordra que des femmes, pas des hommes, on le verra après. Et là donc Dracula arrive, c'était tout ça pour dire ça, Dracula arrive et prend ces femmes, qui sont donc des femmes pas comme les autres, qui sont des femmes de bas étage, peut-être des femmes du caniveau, et donc il les envoie balader il les envoie voler très violemment. Il hurle, comment vous avez osé le toucher ? Comment avez-vous osé jeter les yeux sur lui alors que je vous l'avais défendu ? Allez-vous-en, il les chasse en fait. Et la réponse de la blonde n'a rien à faire là. Elle lui dit, mais vous n'avez jamais aimé. Vous n'aimez pas. Et les autres se foutent de sa gueule en plus. Elles rigolent toutes, elles se foutent de la gueule de Dracula. Vous n'aimez pas. Quel est le rapport ? Enfin, s'il y a un rapport, du coup. Si pour elles, mordre, sucer comme ceci, c'est un acte d'amour, elles sont peut-être en train de dire que Dracula ne mordra pas, ne mord pas, ne suce plus, depuis des années, il ne suce plus, ne sait plus aimer. C'est peut-être ce qui est sous-entendu ici. Parce que littéralement, ce qu'elle lui répond, il lui répond ne nous touchez pas, et elle semble répondre si on ne touche pas nous, vous n'allez pas le toucher, on sait que vous n'aimez plus, vous n'aimez pas, vous êtes incapable d'aimer. Peut-être parce que Dracula, oui, effectivement, Dracula n'aime plus, ne peut plus aimer, parce que Dracula est resté focalisé sur Elisabetta. Dans le film, ça fait sens. Là, dans le livre, c'est quoi cette réponse ? La réponse ne semble pas contredire l'injonction qu'il aurait faite. Ne touchez pas cet homme. Oui, mais vous ne savez pas aimer, vous n'avez jamais aimé. Et Dracula répond. Et Dracula a une réponse encore plus ambiguë. Il regarde Jonathan, droit dans les yeux, et il dit « Oui, moi aussi je peux aimer, vous allez voir. Et je vous promets que quand j'en aurai fini avec lui, vous pourrez l'embrasser autant qu'il vous plaira. » Je n'ai pas compris.
Je dois avouer que je n'ai pas tout compris. Est-ce qu'il est en train de dire qu'il s'est aimé, qu'il va lui aussi violer Jonathan quelque part, en tout cas qu'il va le sucer? Il faut que je trouve peut-être un autre verbe pour sucer, parce que ça va faire beaucoup de sucer pendant toute cette analyse. Qu'il compte bel et bien aimer Jonathan, c'est-à-dire le sucer. Et quand il en aura fini, elles pourront l'aimer aussi, donc le sucer. C'est bizarre. Mais ok, pourquoi pas. Heureusement, c'est mieux récupéré dans le film. Parce que dans le film, quand ils disent vous n'aimez pas, vous ne savez pas aimer, il dit si, moi aussi je peux aimer, je sais aimer. Et là, en fait, clairement, il fait allusion à Mina, parce qu'il a retrouvé la réincarnation d'Elisabetta. Donc ça fait sens. Mais ça ne fait quand même pas sens qu'elle lui dise vous ne savez pas aimer, pourquoi on vous le laisserait? Enfin, on prend cet homme parce que vous ne savez pas aimer. Encore une fois, je crois qu'elles sont juste en train de lui dire vous ne le sucerez pas parce que vous n'aimez plus. Vous n'aimez plus sucer, enfin, vous n'aimez plus embrasser. Et nous, on l'embrasse. On a envie de l'embrasser, voilà. Donc Dracula leur dit non, quand j'en aurai fini, vous pourrez le terminer si vous voulez. Et là, elles lui répondent mais donc n'aurons-nous rien ce soir? Donc en fait, ces 3 vampiresses là, je sais pas ce qu'elles foutent, elles ne savent absolument pas chasser apparemment. Elles dépendent de Dracula pour vivre. Et Dracula justement a ramené un sac. Et le sac gigote. Et cette scène, oh mon dieu, cette scène, je me rappelle, elle m'avait... cette scène est quand même terrible. Jonathan avait mis du temps à remarquer qu'il y a effectivement un sac au pied du comte. Et ce sac semble gigoter comme s'il y avait de la vie dedans. Et c'est jamais explicitement dit. Et jusqu'en fait, les femmes vont se jeter sur le sac et quand il l'ouvre, il a un gémissement qui s'en échappe qui semble être un gémissement de bébé. Et ces femmes vont se sourire goulues, ce regard, voilà, elles vont se régaler. Elles disparaissent avec le sac en question, avec le bébé avec. Et Jonathan ne peut que hurler jusqu'à s'évanouir. Devant tant d'horreur. Et tout ça, bien sûr, devant le rire amusé du comte. Bon, c'est une scène effroyable. Elle pose quand même la question, pourquoi autant d'excitation pour un bébé? On parle quand même de 3 vampires adultes. Un bébé suffit à 3 vampires adultes? Ok, pourquoi pas. Est-ce que c'est peut-être plutôt la qualité du sang pur qui les excite à ce point? En tout cas, elle se jette sur le sac comme si elle n'avait jamais faim, comme si elle n'avait pas bu depuis des siècles aussi. Donc voilà, clairement, elles sont dépendantes de Dracula pour manger. Et ce qui est encore plus horrible, c'est que plus tard, dans le livre, pas dans le film, la mère de cet enfant viendra frapper aux grilles du château. Elle viendra frapper aux grilles, s'épancher comme ça dans tous les gestes du désespoir. Parce qu'elle est complètement désespérée. Son enfant a été prise par ce monstre. Donc ça veut dire quand même que les gens du village savent. Si elle s'est rendue jusque-là au château, c'est qu'elles savent. Elle savait. Son bébé a disparu, elle sait ça ne peut être que le château. Elle a couru, elle a parcouru tout le chemin toute seule à pied jusqu'à là pour frapper aux grilles, pour demander qu'on lui rende son enfant. Elle est morte de chagrin. Elle se déchire, elle se fait mal, elle se frappe, elle se griffe. Et Jonathan sort la tête à un moment donné de sa chambre. Donc ça c'est le lendemain ou le jour d'après, je sais plus. Et elle le voit, elle lui hurle dessus, elle croit qu'il fait partie de cette secte malsaine. Et lui demande de lui rendre son enfant. Et donc, on a vu à quel point les 3 vampiresses étaient excitées d'avoir un bébé, et là, elles ont une adulte, elles ont une femme adulte, une victime potentielle, qui vient se jeter à la porte du château, et ils n'y vont pas. Dracula non plus n'y va pas, il envoie ses loups. Moi, je comprends plus rien. Ils ont faim ou ils ont pas faim, ces cons, là? Un bébé, c'est bon. Enfin, bon, bref. Et même Dracula, de toute façon, il a besoin de se sustenter. Pourquoi ne pas attaquer cette femme? Il ne le fera pas. Il envoie ses loups, ce qui doit faire un carnage pas possible, mettre du sang partout. Mais bon, revenons à Jonathan qui s'évanouit. Jonathan donc s'évanouit et c'est au réveil qu'il a écrit tout ce qu'il vient de nous raconter là. La première chose qu'il a faite, c'est se jeter sur ses papiers. Effectivement, il se demande s'il a rêvé, il n'est pas sûr. La première chose qu'il fait, c'est vérifier, retourner dans la pièce, elle est fermée, il n'y a plus accès. Il retourne dans sa chambre et il retrouve ses affaires dans un ordre un peu douteux. Les choses ont été rangées, certes, comme s'il était allé lui-même se coucher, mais disposées d'une manière qu'il n'aurait jamais appliquée. Et là, il se dit, c'est peut-être le comte. Donc le comte l'a déshabillé et l'a mis au lit. Et c'est là qu'il rédige tout cela. Si le comte a pu fouiller dans ses affaires, on a profité pour fouiller dans ses affaires, au moins le comte n'a pas pu comprendre ce qu'il a écrit, parce que Jonathan n'écrit pas, tout ce journal, Jonathan ne le tient pas en anglais. En fait, pour écrire rapidement, Jonathan écrit en sténographie, donc avec des symboles, donc le comte n'a pas pu lire l'écriture de Jonathan. Donc au moins, son journal est sauf, et c'est là qu'il le complète en rédigeant ce qui vient de se passer cette nuit. Qui raconte donc la scène où il est allé dormir dans la chambre, où il a vu le comte d'abord sortir en rampant encore sur les murs, puis après où il est allé dormir dans cette fameuse chambre, puis ces femmes qui débarquent, le plan à 3, Dracula qui débarque et qui fait son coq-bloqueur, etc., etc. Donc là, la fin approche, Jonathan le sait, il sait que le comte va partir, le comte est en train d'ailleurs de faire plein de préparations, il est en train de préparer, donc il a des hommes là qui passent toute la journée à creuser et à remplir des caisses de terre, Jonathan ne sait pas pourquoi. Il fait appel à ces gens, donc c'est des tziganes, il fait appel à eux, mais ils ne prêtent aucune attention à lui. D'ailleurs, ils ont leur chef qui leur font croire que Jonathan est complètement fou ou quelque chose. Donc voilà, ils ne font pas attention à lui du tout. Donc Jonathan ne peut pas utiliser ces hommes pour s'échapper du château. D'ailleurs, à un moment donné, il leur balance des pièces ainsi qu'un courrier qu'ils doivent poster pour lui. Donc ce courrier dit qu'il est en danger, tout ça, etc. Ces hommes le remercient, prennent les pièces, prennent le courrier, le remettent au chef, le chef le remet à Dracula. Donc Dracula, le soir même, revient voir Jonathan en lui disant « Ce courrier n'est pas signé, je n'ai pas su le lire, on dirait un acte lâche de quelqu'un qui n'assume pas ce qu'il a à me dire, mais bon, vu qu'il n'est pas signé,
pour moi, ce n'est ni de vous, ni de quelqu'un que je connais, donc je préfère le détruire. Par contre, si vous avez du courrier à envoyer, je veux bien vous l'envoyer, il n'y a pas de souci. Voilà, une lettre et des enveloppes. Et les enveloppes sont transparentes, donc une façon de lui dire que tout ce qui sera écrit sera lu. c'est génial. Donc en fait, il est coincé. Jonathan est coincé. Il va quand même essayer d'être un peu stratège et de la jouer discret pour mieux épier les choses, essayer de comprendre ce qui se passe. Il sait qu'il est prisonnier, ça ne fait aucun doute, mais il essaie de faire parler Dracula, entre autres. Alors je sais plus s'il le flatte, mais il le lance un peu sur le sujet, par exemple, de sa lignée, tout simplement. Et là, Dracula explique qu'il est d'une lignée de stratèges militaires, quelque part. Donc ce sont des gens qui ont combattu vaillamment et qu'on a pris pour des loups, pour des tigres, pour des démons. Mais non, c'est tout simplement des guerriers, des gens nobles au sang. Donc nobles qui ont défendu, ce sang qui l'ont fait couler s'il le fallait. Donc il vient d'une époque de l'héroïsme, d'une époque de conquête. Et ce qui précise aussi sa nature, en fait. Donc Dracula se présente comme un Seclers, un noble. Là, on ne saura jamais. On ne saura jamais dans le livre, du coup, si c'est Vlad Tepes ou pas. On ne saura même pas son prénom. On sait juste qu'il s'appelle Dracula. C'est le comte Dracula, c'est son nom de famille, mais on ne saura jamais son prénom. On ne sait pas quel est le prénom de Dracula. Et en plus, si Dracula veut dire fils du dragon, ou l'homme dragon, je sais plus. Voilà, on n'a ni son nom ni son prénom, du coup. Cette partie servira plus tard pour comprendre, pour dresser le profil psychologique de Dracula, qui est donc, en fait, un personnage teigneux. Il est belliqueux, mais surtout teigneux, il ne lâche jamais l'affaire. Donc, il raconte une scène où, en fait, il a dû quand même battre retraite, laisser ses hommes sur le champ de bataille se faire massacrer, pour revenir à la charge plus tard. Il ne lâche jamais. Donc, il a un plan en tête, et d'ailleurs, le plan qu'il a en ce moment, c'est celui de migrer en Angleterre. Il l'a préparé pendant des siècles. Il a appris la langue, c'est quand même un esprit formidable. Il a une volonté, c'est vraiment quelqu'un, voilà, c'est une volonté pure, Dracula. Sauf que cette volonté est teintée différemment. Dans le film, c'est la volonté de l'amour. C'est une volonté de recouvrer son amour et de sauver son âme aussi, quelque part. Peut-être pas directement, ce n'est pas ce qu'il vise, lui, mais en essayant à tout prix de se réconcilier avec l'âme de sa défunte, Dracula cherche presque l'absolution. Dans le film, dans le livre, sa volonté, c'est d'aller à Londres. Il va aller à Londres. Pourquoi? Restons sur la théorie que j'ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire que ça devient peut-être compliqué de rester là où il est, et peut-être qu'il s'ennuie aussi, donc finalement il va aller à Londres pour se changer les idées, faire une ou deux petites victimes, et faire une petite vie tranquille. Donc voilà, Jonathan arrive comme ça à récupérer des informations qui ne lui serviront pas là tout de suite, mais serviront pour la suite de l'histoire. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc comme je viens de dire, ce portrait psychologique de Dracula, sa nature profonde, belliqueuse, mais voilà, ça ne l'avance pas en l'état. En l'état, il observe effectivement des mouvements de caisse, des mouvements de terre, des hommes qui viennent creuser, et surtout ces femmes qui ont complètement pris la confiance. Donc en fait, il parle littéralement de buter Jonathan devant sa propre porte. Donc à un moment donné, Jonathan les entend murmurer derrière sa porte, il ouvre, elles sont là avec le vampire, et Dracula qui dit non, pas aujourd'hui, demain vous l'aurez. Donc il sait que sa date approche. Ce qui va aussi le motiver à prendre les devants. Et ça c'est d'autant plus condamné qu'un petit détail que je n'ai pas donné, c'est que non seulement Dracula lui a fait signer des courriers antidatés disant « Je pars bientôt, je suis parti, je suis en route ». Donc comme pour ne laisser aucun doute sur le fait que Jonathan a bien quitté le château et que s'il n'est pas arrivé à Londres, c'est que quelque chose lui est arrivé, mais sur le chemin et non pas au château. Pourquoi Dracula s'inquiète de cela? Il ne sera plus au château de toute façon, qu'est-ce que ça peut lui foutre? Peut-être éviter qu'une enquête remonte à lui puis le retrouve en Angleterre pour essayer de comprendre qu'est devenu le clerc de notaire qu'il a rejoint. Peut-être, mais c'est un vampire à un moment donné, bref. Pourquoi pas? Imaginons qu'il peut être embêté si jamais une enquête devait être tenue pour essayer de comprendre où est passé le clerc de notaire. Il était avec vous, maintenant vous êtes installé. On sait où le trouver. C'est vrai qu'il a une adresse quand même en Angleterre maintenant. Bon, on va dire. Donc il y a ça. Mais il y a aussi donc ces courriers antidatés, mais il y a aussi le fait qu'à un moment donné, la veille de son départ, du départ officiel en tout cas de Jonathan, le comte met les vêtements de Jonathan et sort se balader dans le village par là-bas, en fait, pour qu'on puisse témoigner qu'on a vu Jonathan dehors. Alors c'est ni la même carrure ni tout ça, mais bon bref, on va dire que ça peut-être que c'est crédible. Il sort pour donc montrer que Jonathan est bien parti du château. Et en plus, il en profite pour commettre un méfait. Je crois que le bébé, quand il le pique, non, c'est pas le bébé quand même, mais peut-être qu'il en profite pour commettre un méfait, je sais plus ce qu'il fout. Tant qu'à faire, autant salir la réputation de Jonathan. C'est tellement gratuit, quoi. Donc voilà, donc il fait tout ça. Donc Jonathan sait qu'il est foutu. Donc c'est maintenant ou jamais. Et c'est là qu'on a une scène géniale qu'on n'a pas dans le film, qui est complètement bâclée dans le film. C'est tellement dommage. On a la scène du tombeau. Jonathan arrive à calculer l'emplacement exact, donc par rapport à là où il est, de la pièce du comte, donc il devrait être là, ses chambres devraient être par-ci. Donc il n'y a pas accès par la porte, mais il se dit que je vais passer par le ravin. Enfin, il va escalader le mur à sa façon, descendre et passer dans la pièce en passant par la fenêtre. Jonathan va aller visiter le tombeau du comte. Il ne sait pas que c'est un tombeau. Pour lui, c'est juste des chambres, mais il va aller le visiter. Et donc là, armé de courage, il le fait en plein jour. Il arrive à descendre, c'est la dernière fois qu'il verra le comte d'ailleurs, il arrive à descendre le long du mur, il pénètre, donc là c'est le gouffre après, je crois que s'il tombe, c'est plié quoi, il nous fait une Elisabetta. Il arrive à descendre, à passer par la fenêtre, et il rentre dans cette pièce. Dans ce tombeau, Jonathan va être frappé, il me semble, par l'odeur, par la putréfaction. Et ça ne peut que puer quand on y pense bien. Le comte, c'est la mort en suspens, c'est la putréfaction en suspens. Et la putréfaction ne va pas, donc cette action nauséabonde de la mort qui
prend les chairs, qui devraient se terminer donc en fait par les os blancs à la fin en fait, qui n'ont plus d'odeur, plus rien en fait, qui sont complètement aseptisés. On n'arrive pas à ça. Le conte, dans son immortalité, est suspendu dans la putréfaction. Et donc ça va avec l'odeur, je trouve. Ça va très bien avec l'odeur. Donc dans le tombeau, Jonathan est frappé par l'odeur. Il y a l'éther, il y a tout ce bordel, tout ce fratras, avec les caisses et tout ça, et notamment une caisse plus, il me semble, hein, une caisse plus imposante que le reste, parce que j'ai l'image du film en tête, et dans le film, il y a une caisse principale, Jonathan se faufile entre 2-3 caisses, et là, tout d'un coup, il y a le comte qui sort de sa tombe, qui sort en vertical, comme ça, en fait, il se relève, il était allongé à l'horizontale, il se relève tout entier, d'un coup, comme ça, voilà, il remonte de 90 degrés, il est droit debout, et il ouvre grand les yeux avec une tenue splendide, mais c'est un peu ridicule, cette apparition est un peu débile. Dans le livre, Jonathan fait cette visite en pleine journée, donc on n'est pas non plus au crépuscule, on n'est pas proche de l'heure de l'éveil du conte. Donc on est en pleine journée, le conte dort. Mais Jonathan ne le sait pas ça. Enfin, il croit qu'il dort quelque part, mais il ne se doute pas de ce qu'il y a derrière les caisses. C'est juste que Jonathan va ouvrir une caisse, donc il va prendre une pelle, etc. Donc il va réussir à retirer une caisse pour voir c'est quoi toutes ces caisses, c'est quoi toute cette terre, de quoi il retourne là? Pourquoi le comte demande à ce qu'on mette de la terre dans des caisses qu'il compte emporter avec lui? C'est quoi ce déménagement en fait? D'habitude on emporte les meubles, les lits, etc. Lui il emporte des caisses de terre. On comprendra plus tard effectivement que le comte ne peut dormir que sur ces terres honnies, ces terres maudites, ces terres qui l'ont vu mourir, les terres de son enterrement, enfin, ainsi que d'autres terres maudites, mais voilà, il ne peut dormir que là-dedans. Donc il prépare en fait son lit. La seule chose qu'il va déménager, c'est son lit. Les lits du comte prennent la forme donc de grandes caisses remplies de terre. Et quand Jonathan va ouvrir une de ces caisses, il va voir le comte. Mais alors, attention, la dernière fois qu'il avait vu le comte n'avait pas encore fait sa sortie de chasse, tout ça. Donc là, le comte a dû se nourrir entre-temps. Donc c'est la scène dont je parlais, où le comte, en fait, est là, il a rajeuni en partie. Jonathan ne le reconnaît pas, ce n'est plus le même homme. Donc c'est cette fameuse scène où il lui fait penser justement à une sorte un monstre, une bête immonde, gorgée de sang, une sorte de puce qui s'est gorgée, qui est là, toute pleine, ça dégouline un peu sur les bords de la bouche. Et là, Jonathan est traversé par deux sentiments quand même. L'horreur déjà. Il se rend compte, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Plus il découvre des choses sur le conte, moins il comprend. Alors entre le fait de ramper, le fait de ne pas avoir de reflet, mais là maintenant il rajeunit. Il découvre que le conte peut rajeunir. Et là il comprend, dans son horreur, qu'il est en train d'envoyer cette chose, c'est grâce à lui que ça se fait, qu'il envoie cette chose en Angleterre. Donc cette chose, il a compris qu'elle se nourrit de sang humain, parce qu'il a vu le bébé, il a vu les femmes, il a compris. Il a compris en plus qu'elle rajeunit, qu'elle regagne de la vigueur en faisant cette action, en se nourrissant de sang. Cette chose, il va la déchaîner sur l'Angleterre. Et sans doute que cette chose va pouvoir créer d'autres femmes comme les femmes qu'il a rencontrées. Donc en fait, il y a un sentiment de culpabilité petit à petit qui commence à prendre le dessus, et de ce sentiment de culpabilité vient un sentiment de haine. Et là, il se dit que non, il refuse d'anner ainsi son propre pays, ses amis, sa famille, sa mina, et qu'il faut qu'il fasse quelque chose maintenant. Donc avec la même pelle qu'il a trouvée sur place, alors que voilà, une pelle qui était là, à côté des caisses. Donc avec cette pelle, il décide du coup d'abattre le comte. Il décide de le décapiter. Donc il lève très haut la pelle, prêt à frapper, et c'est à ce moment-là que le comte, dans son sommeil paradoxal, parce qu'il dort, il ne dort pas, il est dans un état catatonique en fait, mais il arrive quand même à tourner la tête et à fixer du regard Jonathan. Il a un regard tellement rempli de haine, tellement rempli d'une volonté de l'assouvir en fait, d'arrêter son action, que Jonathan va défaillir, va laisser tomber la pelle n'importe comment, donc plutôt que de taper au niveau de la gorge, de le décapiter, plutôt que de taper au niveau du cou, il va frapper au niveau du front. Il frappe au niveau du front, mais en même temps, je ne sais pas comment il fait ça, il doit partir en arrière, il fait n'importe quoi, il perd ses moyens en fait. Donc en fait, il frappe avec en même temps le couvercle qui se referme, et donc la dernière scène qu'il a, ce sont les yeux foudroyants du comte, les mêmes yeux, les yeux du cocher, les yeux du comte quand il lui a ouvert, toujours ces yeux foudroyants. Il a ce regard foudroyant du comte, la pelle qui lui est tombée sur le front, qui a ouvert le front, donc il y a du sang qui jaillit, donc il a un visage qui commence à se baigner de sang, rideau. C'est une sacrée scène quand même quand on y pense. Donc on a le couvercle qui se referme sur cette scène-là. Donc on a ainsi une fermeture de scène. Jonathan va se barrer en courant, il a peur, il prend peur, il panique. Il escalade, il ne sait même pas comment, je crois que lui-même ne sait pas. Il escalade, il arrive à retourner dans sa chambre. Il sait que maintenant il doit s'échapper. Il doit tout tenter. Cette dernière vision du conte, cette vision de sang, cette vision du monstre, ce regard, cette dernière chose, enfin, lui fait comprendre qu'il ne peut pas rester là. Il faut qu'il tente le tout pour le tout. Il vaut mieux mourir en homme, je crois même ce qu'il dit vers la fin, que là-bas, dans le précipice, si jamais il se casse la gueule, parce qu'il compte partir en escaladant, du coup. Donc s'il doit tomber dans le précipice, au moins il y trouvera une mort d'homme. Alors que mourir aux mains des vampiresses en question, c'est mourir damné, ce n'est pas une mort qu'un homme peut accepter. Voilà la résolution que prend ce Jonathan du livre, et donc après avoir foiré la mise à mort du comte, il essaie de se barrer comme il peut. On ne saura pas, du coup, s'il y arrive ou pas, parce qu'il n'écrit plus. Donc,
Le journal qui est récupéré de Jonathan, c'est ce journal-là qu'il prend avec lui, mais voilà, la narration s'arrête là, il n'écrit plus. Maintenant, il va tenter de s'évader, ça va pas très bien se passer tout ça, mais on perd la suite de Jonathan. Jonathan qui est impacté par ce qu'il vient de vivre là, et ça va bien sûr avoir ses conséquences psychologiques, en fait, mentales. Il va céder, et Jonathan va avoir une crise de nerfs, en fait, par la suite. Donc, Jonathan va être fragilisé, Jonathan va être enfermé sur lui-même, doutant de tout, n'étant même pas sûr de ce qu'il vient de vivre, de ce qu'il vient de faire. Est-ce que c'était réel, ça? Est-ce que ça, c'est possible? Parce que c'est tout simplement incroyable, tout ce qu'il vient de voir là, tout ce qu'il vient de vivre là. Qui va le croire? Est-ce que lui-même croit? Et donc, le doute est le pire poison, en fait, c'est ce qui va empoisonner l'esprit de Jonathan. C'est pour ça qu'on va perdre de vue Jonathan pendant toute une bonne partie, pendant toute la deuxième partie, en fait, du roman. Jonathan quitte la scène. Alors, dans le film, ça ne se passe pas comme ça. Jonathan ne va pas attenter à la vie du comte. Tout juste va-t-il, en fait, comme j'ai dit, farfouiller un peu au niveau des caisses pour essayer de comprendre, et là, le comte va surgir d'une des caisses. Mais l'action s'arrête là. On ne sait pas ce qui se passe vraiment. Est-ce que le comte l'attaque? Est-ce qu'il s'enfuit? Voilà. Jonathan va rester au château, et en fait, le comte va quitter le château en livrant Jonathan aux 3 vampiresses. Donc Jonathan va devenir le sorte de garde-manger des vampiresses. Littéralement, on a l'impression qu'elles dépendent du comte pour vivre. Donc c'est le comte qui va chasser pour elles. Donc il leur laisse Jonathan pour les nourrir, le temps de son absence. Et donc elles vont le ponctionner tous les jours un peu et lui prendre un peu plus de sang tous les jours, voilà. C'est là la fin de la première partie du roman. Et c'était une occasion d'une fin loupée, je trouve. Le roman aurait pu s'arrêter là. Alors, pas comme ça bien sûr, mais avec un Jonathan qui aurait même dû buter le comte. Alors c'est pas grave qu'il perde ses moyens sous le regard vindicatif du comte et qu'il tombe sur le cul et qu'il perde courage, mais il doit pouvoir retrouver du courage pour se relever et le finir à coups de pelle, les yeux fermés s'il le faut. Il aurait dû le tuer. Jonathan aurait dû mourir pourchassé par les vampiresses, qui bien sûr en découvrant ce qu'il a fait, seraient partis à sa chasse pour venger leur maître. Et ça aurait fait une meilleure fin. Un Jonathan qui meurt en se déchirant l'âme pour trouver le courage qu'il faut, mais qu'il arrive à trancher la tête avec sa pelle, la décapite et prenne la fuite presque fou, il est pourchassé, il se sait condamné. Elles vont peut-être faire de lui le prochain maître du château, ou peut-être leur esclave à vie, mais il a sauvé Londres. Car sans dé, le plan tombe à l'eau. Les vampiresses n'ont pas la malice pour conduire ce type de plan. Donc il a quand même sauvé Londres, mais il va y rester. Et on découvre ce journal des années plus tard, peu importe, voilà, found footage comme on a toujours dit. Ça aurait été une fin parfaite pour ce roman. Ça aurait fait une nouvelle qui marche très bien. D'autant plus que l'invité de Dracula, le premier essai que Bram Stoker fait à ce sujet, donc c'est l'invité de Dracula, c'est juste Jonathan qui se rend dans les Carpates parce que convoqué par le comte parce qu'il y a une affaire en cours. C'est une aventure qui va surtout se dérouler pendant cette fameuse nuit des morts. Donc Jonathan, plutôt que de suivre les conseils des locaux, va vouloir faire son touriste. C'est une nouvelle assez courte, donc il va vouloir faire son touriste. On va lui dire mais non monsieur, pas cette nuit, vous vous rendez compte c'est dangereux, il est là. Mais non, voyons, je veux voir les environs, voilà. Il veut faire son touriste, il veut faire du tourisme. Ils vont l'amener dans une sorte de village qui a été abandonné, mais Jonathan va se renseigner et va apprendre qu'un village a été maudit, qu'un village s'est vidé petit à petit ses habitants, qu'il y a eu des histoires de vampirisme, etc. Jonathan va vouloir à tout prix visiter ce village en question. Le cocher ne va pas l'accompagner, il va s'y retrouver tout seul, et la nuit va tomber, et il va se retrouver dans de beaux draps parce qu'il va tomber par accident dans le repère d'une vampiresse, une magnifique créature qui va vouloir s'en prendre à lui, mais à ce moment-là, la foudre va tomber sur le tombeau, le réduisant en morceaux. Jonathan va être sur le côté, et en réalité, ce qui va le sauver, Jonathan, de ce lieu maudit, c'est Dracula qui va intervenir sous la forme d'un loup, qui va le protéger, mais Dracula qui aura aussi pensé en amont à envoyer un courrier aux villageois, à une armée ou une petite patrouille pour leur demander d'aller chercher son invité. Donc cette patrouille va arriver, va voir le loup qui est assis sur Jonathan, enfin c'est le loup qui les appelle en fait, c'est le loup qui va hurler pour attirer leur attention sur la position de Jonathan. Donc la patrouille va trouver Jonathan, le loup va s'enfuir et ils vont le récupérer. C'est une nouvelle très courte, il se passe pas grand chose. Jonathan a juste des soupçons par moment d'être observé par le comte, il voit une silhouette mince et fine au loin à chaque fois, c'est le comte en fait. Et le comte veille sur lui car il veille sur ses intérêts. Donc c'est une nouvelle très courte, donc il va introduire le nouveau Dracula, le Dracula qu'on connaît. Ce format de nouvelle donne assez d'informations, pose assez de mystères sans rien résoudre forcément. Poser le mystère de cette manière-là, élaborer ou pas une résolution, ça marche. Là, en l'occurrence, ça élabore une résolution tout en laissant en suspens que devient Jonathan, que vont faire de lui les femmes, vampiresses, etc. Que va-t-il se passer? C'est une fin qui, moi, en tout cas, clairement me correspondait à une époque, vu que je me suis construit cette nouvelle. Je m'arrêtais là, ma lecture s'arrêtait là. Alors, je ne dis pas que la deuxième partie et la troisième ne sont pas intéressantes, mais voilà, comme je l'ai dit au début, on s'éloigne du vampire. En s'éloignant du vampire, ça rendait l'histoire un peu moins intéressante pour moi, mais le film rattrape cela. Le film a réussi à rattraper ce qui est pour moi une erreur quand même, dans l'écriture du roman. Donc le film arrive à remettre en avant le vampire.
Bien sûr, on pourra toujours me rétorquer que même si on ne parle pas directement du vampire dans la deuxième et la troisième partie du roman, qu'il est quand même en filigrane de l'histoire et que les actions des protagonistes sont en réaction, en réponse à ce que fait le vampire de toute façon. Oui, ça aurait pu être ça, mais en réalité, on va le voir que c'est ridicule. Que c'est ridicule. Ces actions en soi du vampire, pour justement se retrouver en filigrane de l'histoire, il en est réduit à avoir des actions qui ne font pas sens, qui sont vraiment ridicules pour la prestance du monstre qu'on nous a présenté au début. Il va être réduit à jouer la petite vampirette, il va être réduit à jouer la petite chauve-souris qui vient toquer aux portes la nuit parce qu'il n'a pas accès à sa petite proie. Enfin, il se focalise sur une seule proie quand tout Londres s'offre à lui. Enfin, c'est ridicule, ça ne m'a jamais plu. Alors que là, si le vampire maître était mort, et que Jonathan l'avait tué, donc il avait fait son plan magnifique, et que dans son plan, Jonathan n'était que la victime, n'était qu'une victime potentielle. Enfin, Jonathan ne pouvait absolument pas, le comte aurait prêché par excès d'orgueil. Jonathan ne pouvait à aucun moment être une menace pour lui. Et que là, en fait, son plan se retourne contre lui, que Jonathan arrive à trouver le courage qu'il faut pour quand même l'abattre, sans pour autant mettre fin à la menace vampire, c'est-à-dire que les femmes sont toujours là. Et on a un candidat potentiel dans le choix de Jonathan. Elles peuvent le transformer en vampire. Donc ça peut devenir lui le nouveau maître des lieux. Et que donc laisser comme ça en suspens cette malédiction éternelle, ça m'aurait beaucoup plus plu. Dans le plan de la nouvelle. Alors le film, non, il ne fallait surtout pas que le film s'arrête là. Le film peut poursuivre, le film poursuit très bien. Mais dans le roman, en ce qui concerne le roman, là on aurait eu une bonne fin.